Cric. Crac. Cric. Crac. Yécri. Yécra. Yécri. Yécra. Cric. Crac. Yé mysticri. Yémisticra. Bien, bien. Je vois que ça vient. Yé mysticri. Yémisticra. Cric. Crac. Aboudou. Ah non, vous la connaissez pas celle-là. Vous la connaissez pas. Bon, si je dis Aboudou, vous répétez bien. Aboudou. Bien. Aboudou. Bien. Bien, bien, bien. Donc je demande un grand Eya pour l'ancêtre Charanta Diop qui nous a tous rassemblés ici. Eya. Eya. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être là malgré les difficultés qu'il y a eu pour organiser cette journée. Donc nous, on est l'association Quilombo, une association panafricaniste, décoloniale et antiraciste, du mot de Quilombo qui est un mot des langues Kibundu et Kimbundu, ouais. Donc une langue qui est parlée en Angola notamment, et qui s'était transposée au Brésil et dont lors des déportations d'Africains, les Africains déportés avaient recréé des sociétés libres et résistantes qui s'appelaient Quilombo. Donc voilà d'où est-ce qu'on s'est inspiré pour le nom de cette association. Et pour l'instant, en tout cas, on essaye de visibiliser les thématiques afro sur le campus universitaire, visibiliser les écrivains, écrivaines, les auteurs, les scientifiques afro, y compris sur les campus universitaires, parce qu'on constate que dans le monde académique et sur les terrains académiques et sur les universités, souvent ces auteurs-là sont invisibilisés, méconnus, ostracisés, y compris lorsque c'est des thématiques qui les concernent directement, sur lesquelles ils ont écrit. Voilà, donc ils sont méconnus, mais comme le disait un sociologue français, la méconnaissance est construite. Donc on essaye de contribuer à déconstruire cette méconnaissance, de visibiliser un peu les thématiques afro et les auteurs et les scientifiques, l'apport des écrivains, des scientifiques afro, de contribuer à moins d'ostracisme racial, parce que c'est un ostracisme racial qui existe sur les campus universitaires. Hein. C'est clairement du racisme institutionnel. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de le dire, on pense. Donc voilà dans quel esprit on s'inscrit, y compris dans l'esprit de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui est une chose assez méconnue, y compris parmi les premiers concernés, les personnes d'ascendance africaine, hein, qui est une résolution qui a été votée en Assemblée Générale de l'ONU en décembre 2014 et qui décrète pour la décennie 2015-2024 décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, notamment pour un meilleur accès aux droits des personnes d'ascendance africaine, pour un meilleur accès au savoir et à leur apport dans l'histoire et la culture mondiale humaine, et aussi qui reconnaît donc que les personnes d'ascendance africaine subissent racisme, discrimination et ostracisme. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire sur le campus. Il faut savoir aussi que on fait face à une sorte de censure insidieuse, ignominieuse, enfin je ne sais pas quelle voilà, de la part de notre administration, hein, qui fait tout pour vraiment nous freiner. On dirait que l'idée même que des personnes d'ascendance africaine puissent porter des thématiques avec du contenu critique, ça les dérange. Bon, on peut imaginer facilement pourquoi. Hein. Racisme, eurocentrisme, voilà. Et par exemple, ils ont autorisé, par exemple, le 26 mars, par exemple, un spectacle raciste avec des figurines, hein, je ne sais pas comment dire, hein, figurines un peu nègres, ou je ne sais pas comment expliquer ça. Enfin, voilà, vous imaginez, qui s'apparente à du blackface. Voilà, bon, ça c'est autorisé, mais par contre, nous, qu'on essaye de faire venir des conférenciers, des conférencières, des intervenants, des intervenantes, hein, qui ont des choses constructives à dire, on nous fait toutes les difficultés. Voilà, donc on est... mais on poursuit d'échec en échec jusqu'à la victoire. Je sais pas comment dire. Voilà.
On est affilié à aucun parti politique, hein, donc on est autonome. Et voilà, donc voici pour la présentation de Kilombo. Et pour ce qui est de cette journée, cher Antadur, bon, que dire, c'est l'homme et l'œuvre, hein, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose c'est une pensée vraiment très importante, c'est qui n'est même pas étudiée en fait sur les universités. Pourtant, il y a eu le colloque du Caire de 1974, il y a eu plein de choses et non. Même quand il y a un département d'études ici, hein, d'histoire et tout, Antiquité, jamais on va faire allusion à Cher Antadur. Voilà, donc voici l'état malheureux, hein, qui est malheureux pour le savoir, en général, et qui est en plus une injustice contre laquelle je pense qu'il faille qu'on se lève collectivement, mais aussi, y compris les premiers concernés, car c'est aux premiers concernés de porter leurs intérêts, d'avoir l'intelligence de leurs intérêts, et donc voilà. Donc je ne vais pas plus monopoliser la parole, hein. Et peut-être mon frère et ami a quelque chose à dire. Non, non, t'as tout dit. Ah bon? Ok, bon. J'ai peut-être un peu trop parlé, je sais pas. Non, c'est pas. Et, donc, que dire d'autre? En tout cas, merci encore d'être venu. Voilà. Et bon, voilà, et merci d'être venu encore. Et merci encore. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, Medou Tit, non, vous ne pouvez pas le voir là sur cette slide, pardon. Medou Tit Events, c'est en fait l'organisation qui co-organise donc cet événement avec les frères de l'association Kilombo. Alors Medou Tit, pour ceux qui font un peu les Médounétaires, ce sera d'ailleurs l'objet de mon exposé tout à l'heure. Ça veut dire les paroles de l'image. En fait, c'est une structure audiovisuelle en fait, que j'ai créée. Et cette structure, ce qui est important, c'est qu'elle fait partie de mon collectif qui s'appelle le collectif Ozar. Collectif Ozar, c'est A-U-S-A-R. C'est un anagramme. Ozar, ça veut dire association au pluriel, association unie et solidaire pour l'Afrique et sa renaissance. Ozar. Ça, c'est un premier niveau de lecture. Un deuxième niveau de lecture, c'est, bien sûr, vous l'avez entendu, Ozar, ça fait référence à celui qu'on appelle Osiris aujourd'hui, en fait. Et pourquoi on a fait ce parallèle? Parce qu'en fait, quand on rentre dans les Médounétaires, c'est pour ça que c'est très important pour nous de rentrer dedans, en fait. Hein, je le dirai, j'insisterai là-dessus lors de ma présentation. Quand on rentre dans le Médounétaire, c'est qu'on a accès au texte de vos ancêtres, de nos ancêtres, et non pas les ancêtres d'autres. Très important, hein, grâce à Cheikh Anta Diop, on sait ça. Quand vous rentrez dans les textes, en fait, et que vous lisez, donc vous tombez sur une mythologie fondatrice un peu de cet état, en fait, c'est mythologie autour d'Osiris. Bon, apparemment, il y aurait son cousin, enfin son frère, on va dire, son frère, jaloux, enfin bref, sur les rouquins, bon, on va dire c'est un hasard. Voilà, il était jaloux de lui et il a découpé en plusieurs morceaux en fait. Et il a dispatché les morceaux partout dans l'Empire et hors de l'Empire en fait. Certainement pour effectuer un rituel, pour pas que dans l'au-delà, l'autre arrive à se réunir, à vivre dans l'au-delà. Donc, c'est ça que dit le mythe. Le corps d'Osiris a été découpé en plusieurs morceaux, justement, pour empêcher que Osiris renaisse, en fait, dans l'au-delà. Et qu'est-ce qui s'est passé, toujours dans le mythe? C'est sa femme, donc sa veuve, Isis, assistée de Djéouti, de ses sœurs et tout ça, qui s'est mis à chercher partout, dans tout l'Empire et hors de l'Empire, là où, justement, Seth, les enfants, a caché ou a jeté les morceaux d'Osiris. Elle a réussi à reconstituer tous les morceaux d'Osiris, d'accord, sauf un. Bon, bref, en tout cas, c'est le morceau central de l'homme, voilà, qu'elle n'a pas trouvé. Et le mythe dit, donc justement, qu'elle a rassemblé tous ces morceaux jetés d'Osiris, elle a embaumé. En fait, c'est là le rituel d'embaumement, il naît de ce mythe-là, en fait.
Donc elle a reconstitué le corps et elle a aussi reconstitué ou fabriqué, bon, les versions diverses, le sexe, justement le seul morceau qu'elle n'a pas réussi à trouver en fait, l'Osiris. Et elle a fait de la magie dessus. Et c'est là qu'ils ont réussi à s'accoupler. Et donc à faire la première, entre guillemets, immaculée conception en fait de l'histoire. C'est là qu'est né Horus, qui est le fils de Isis et d'Osiris ressuscité, entre guillemets. Donc ce mythe nous a inspiré, donc cette résurrection d'Osiris nous a inspiré. Et on s'est dit, qu'est-ce qui nous est arrivé en fait au peuple noir d'Afrique? En fait, il nous est arrivé la même chose qu'Osiris. Puisque notre frère, en fait notre fils, enfin bref, qui s'est égaré dans la glace là-bas, ok, quand il est revenu féroce, et c'était le contact de l'Europe et de l'Afrique, ok. C'est un peu comme quand Seth est tombé sur Osiris. Quand l'Occident nous est tombé dessus, c'est exactement, on trouve que le mythe fait vraiment, il rend vraiment compte de cette histoire en fait, de notre rencontre avec l'Occident. Et qu'est-ce que l'Occident en fait? L'Occident a tamponné, on va dire, pour parler gentiment, l'Afrique, a découpé l'Afrique en plusieurs morceaux, puisqu'on trouve un morceau à Martinique, un morceau à Saint, etc., etc. Donc, vous voyez, ce mythe, il rend vraiment compte de notre histoire, en fait. Et si on continue justement dans cette logique d'interpréter le mythe pour comprendre notre histoire, mais en fait, le mythe dit que c'est quand les morceaux seront regroupés que Osiris va renaître. Eh bien, c'est tout simple. C'est quand les différents morceaux de l'Afrique, donc jetés là-bas en Martinique, à Cuba, au Brésil, etc., c'est quand ces différents morceaux vont se regrouper que l'Afrique va renaître, en fait. Comme Osiris. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a appelé notre collectif aux arts, en fait. C'est vraiment par référence à ce mythe-là, en fait, entre guillemets. Sachant que chez nous, les mythes, c'est fondateur. Hein. Les mythes, c'est pas juste des histoires à dormir debout, comme ça, qu'on raconte pour faire dormir les enfants. C'est vraiment une philosophie de vie qui dicte les règles et les lignes de conduite à tenir, en fait, pour pouvoir atteindre un objectif. Et là, l'objectif, c'est la renaissance, c'est la résurrection. Et donc, on a estimé que notre peuple a besoin de résurrection. L'Afrique a besoin de renaître. Et quoi de plus, on va dire, de plus fort que de renaître comme Osiris, qui était noir, qui était africain, bien sûr. Bref, en tout cas, grâce à Cheikh Anta Diop, vous savez tout ça. Pour finir, donc, moi, je ne suis qu'un membre du collectif aux arts. Donc, derrière la caméra, normalement, ce n'est pas son travail, mais il y a notre président. Donc, je vous présente Nabouachi et un applaudissement pour le président. Merci, je vais dire un petit mot. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cet événement qui s'organise pour honorer la grande figure qui est le professeur Cheikh Anta Diop, un savant africain qui a permis justement à l'Afrique, ne serait-ce que scientifiquement et historiquement, de retrouver sa place dans la civilisation humaine. Cet auteur, ce savant, a défendu la dignité des femmes et des hommes africains et afrodescendants. Cela n'a pas été chose aisée parce que à son époque, dans les années 50, lorsque cet ouvrage qui révolutionnera l'historicité et la science historique africaine est paru, cela a créé de vives réactions, je dirais même des tollés successifs. Et il a fallu justement beaucoup d'abnégation et le soutien non des moindres de certains intellectuels de l'époque, notamment d'Aimé Césaire, chantre de la négritude, pour pouvoir participer à la promotion de cet ouvrage. Dans les années 50-60, nous étions dans cette dynamique d'indépendance. Il y avait comment dirais, dirigeants, moult personnes qui essayaient de sortir des griffes de l'impérialisme. Et cet ouvrage également était donc un support pour pouvoir permettre à le professeur Benazara. Je vous demande d'applaudir le professeur Benazara.
Donc rapidement, je ne vais pas être trop long, je vais essayer d'être synthétique. C'est un ouvrage donc, qui est révolutionnaire, un ouvrage qui a souffert d'une campagne médiatique négative au moment où il est sorti. Certains contemporains du professeur Gomez à l'époque n'ont pas adhéré aux thèses révolutionnaires du professeur. Il a fallu un certain moment pour que ces thèses puissent être connues, et je dirais qu'aujourd'hui elles ne le sont pas suffisamment. J'aimerais poser une question rapide, hein, si vous me le permettez. Qui ici dans l'assistance n'a pas lu l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, Nation d'agriculture? N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, on est ensemble. Donc il y a quelques mains qui s'élèvent. Voilà. Donc cet ouvrage-là, je crois qu'il y avait le frère qui avait un exemplaire. Le voici. Cet ouvrage qui est paru en 1954, si je ne m'abuse. Voilà, 1954. Cet ouvrage-là, si je puis me permettre, personnellement, a changé ma vie. A véritablement changé ma vie. J'ai 42 ans. Lorsque je l'ai lu, j'en avais 27. Je suis né comment dire, en Afrique, je suis né au Ghana précisément. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. J'ai eu un parcours somme toute normal. Donc en France, j'ai suivi le cursus scolaire traditionnel, maternelle, primaire, collège, lycée, fac. Et c'est à 27 ans, moi qui suis un fan de football et qui ne lisais que des magazines ayant trait au football, j'ai découvert cet ouvrage-là. Et waouh, ça m'a retourné la tête. Ça m'a retourné la tête. J'ai dit, mais tout ce que je découvrais dans cet ouvrage, qui est quand même conséquent, hein, il fait combien de pages cet ouvrage-là? Il en fait un peu plus de 400 pages. Je me dis, mais tout ce que je découvrais dans cet ouvrage-là, je ne l'avais vu nulle part. On ne l'avait pas enseigné. Et ça a été quelque chose de terrible, quoi. Parce que je me disais, tiens, moi qui me posais de nombreuses questions, un certain nombre de ces questions trouvaient réponse dans cet ouvrage. Excusez-moi encore une nouvelle fois, je suis donc africain, noir comme vous pouvez le remarquer. Je suis de culture chrétienne, même si aujourd'hui je ne me considère plus comme chrétien. Je suis un homme noir circoncis. J'ai été circoncis, j'avais 2 semaines, c'est ce que ma mère m'a raconté. J'ai toujours demandé à ma mère pourquoi moi, qui suis chrétien, suis-je circoncis. Ma mère était incapable de me dire pourquoi. Elle me dit, tu sais mon fils, chez nous c'est comme ça, c'est la tradition, on circoncis les garçons. Mais elle était incapable de me donner la raison, l'explication, comment dirais-je, culturelle, traditionnelle, rituelique de cette pratique. Et c'est dans cet ouvrage-là que j'ai découvert la raison. Qui explique pourquoi les hommes noirs et afrodescendants, à certains égards, sont circoncis. Parce que ça touche à un cadre rituelique, spirituel, qui est anté-islamique, anté-chrétien, qui est en fait anté-abrahamique. Donc il se pratiquait bien avant que ces religions soient des réalités africaines. Donc je prends cet exemple-là comme je pourrais vous en donner d'autres. Pourquoi, dans le bassin du Congo, il y a des noms qui se retrouvent au Sénégal? Il y a eu des migrations de peuples qui font que les noms totémiques ont circulé du Soudan, comment dire, anglo-égyptien, donc le Soudan, donc au sud de l'Égypte, le bassin du Congo, ils se sont retrouvés en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un ouvrage qui est complet. Il en a écrit d'autres, mais je vous invite, celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, à commencer à le lire. Prenez votre temps, il peut paraître pour certains compliqué, mais je vous avoue que si vous arrivez à aller jusqu'au bout de ce livre, vous en sortirez marqué par cet ouvrage. Marqué. Voilà, donc je suis le président du collectif aux arts, donc comme l'a dit mon collaborateur, nous sommes un mouvement panafricaniste. Ça fait des années que nous militons. Ce n'est pas chose facile de militer pour celles et ceux qui aimeraient rentrer dans cette dynamique. Ça demande beaucoup de confiance, beaucoup de détermination. Et pour pouvoir être compétent dans ces dynamiques-là, il faut que vous vous armiez jusqu'aux dents de savoir.
armez-vous de savoir jusqu'aux dents. C'est important parce que c'est le moteur, c'est l'essence qui vous permettra d'affronter les turpitudes de vos actions militantes et vous permettra de résister dans le temps. Voilà. J'en dirai pas plus, peut-être que dans le courant de cet après-midi, j'interviendrai. Mais en tout cas, encore une fois, je vous remercie toutes et tous d'être venus, malgré les difficultés, et j'espère que nous allons passer ensemble un bon après-midi. Merci. Juste préciser que le collectif aux arts, en fait, il y a 2 autres membres du collectif aux arts. Je voudrais désigner à la foule, désolé. Donc, il y a la sœur Coco, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Si elle veut dire un mot, Oui, il n'y a pas de problème. Co-fondatrice du média Maya Afroweek, si certains le connaissent, Maya Afroweek. Voilà, donc elle a créé l'association Maya Afroweek. Donc, oui, je suis Corinne, aka Coco, donc fondatrice de Maya Afroweek. L'agenda des événements afro-parisiens, on l'a créé en 2011. Donc ça fait depuis 2011 qu'on essaye de tenir l'agenda quotidiennement. On est 10 et depuis toujours, je suis panafricaine. Voilà, j'ai rencontré mes frères et sœurs de Ozar sur le chemin, avant même Maya Afroweek, et on est toujours là, quoi. Donc ça fait plaisir qu'aujourd'hui, on continue après tant d'années. Donc il ne faut pas lâcher, parce que vraiment, les temps sont durs et c'est de plus en plus difficile, quoi. Donc il ne faut pas lâcher, c'est tout. Pour continuer, donc, nous allons accueillir une femme qui va vous parler d'enseignement. Elle va vous parler de transmission, elle va vous parler de jeunesse. Donc je demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Madame Victorine Mbengue. Un petit d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour. Tonnerre d'applaudissements. Alors, comment je peux commencer? Je vais juste dire que Nende Kwinam Ben, Benganjo, Joam Ben, Bengazi Bobe, Bobe Senge, et Senge Toka, et Toka Mandenge, Mandenge Mabele, Bele Bado. Pourquoi je commence à dire ça? C'est que je ne peux pas me présenter devant des gens qui me ressemblent sans véritablement honorer mes ancêtres. Alors, beaucoup de personnes honorent leurs ancêtres. Alors, avant de commencer ma présentation, qui est-ce qu'il y a des enfants ici? Levez la main, s'il vous plaît. Ça peut être les vôtres, ceux que vous élevez et tout. Tralala. Très bien. Qui est-ce qu'il y a des petits frères qui ont moins de 25 ans? Ok. Qui est-ce qu'il y a des petits frères qui ont moins de 25 ans et qui sont nés en France? Oh, ça se réduit, ça se réduit. Qu'est-ce qu'il y a des frères, des enfants, des petits frères qui ont moins de 25 ans, même s'ils ne sont pas nés en France, mais qui ont grandi en France, qui ont au moins passé 15 ans, les 15 dernières années de leur existence qui sont en France? Levez la main. La liste, elle est de plus en plus... Donc, vous voyez bien que le nombre se réduit. Pourquoi je parle de ce nombre? Je parle de ce nombre parce qu'on se rend tout simplement compte que les constats sont importants, mais la réalité, moi, je considère que la réalité, elle est pire. Dans toute mon existence, j'ai toujours été une militante et j'ai toujours vu beaucoup de choses. Après, j'ai mis un petit moment où je suis partie à l'étranger et quand je suis partie à l'étranger, la dernière fois, je suis restée beaucoup trop longtemps par rapport à d'habitude. Même si je revenais, mais je suis vraiment restée beaucoup trop longtemps par rapport à d'habitude. Et depuis mon retour, je pleure beaucoup. Est-ce que tu peux te dire où tu étais pendant ton séjour? Oui, alors, donc je suis partie aux États-Unis et depuis mon retour, je pleure beaucoup. Alors, ceux qui me connaissent savent pourquoi je pleure. Je pleure tout simplement parce que je me rends tout simplement compte qu'il y a énormément de choses qui ont avancé. Il y a énormément de gens avec qui j'ai milité, où on a fait des combats. Il y a énormément de choses qui se sont produites en France. Et je demande toujours à ceux qui me connaissent, mais il s'est passé quoi pour nous? Il s'est passé quoi pour notre communauté? Alors, comme moi, je ne suis pas historienne comme Dr Gomez qui est là, lui, il peut nous expliquer pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. Moi, je regarde toujours les choses du prisme de l'enseignant.
Parce que c'est mon domaine d'expertise. C'est ça que je vois au quotidien. Et ce que je vois, ce que je constate, c'est tout simplement que, ben, quand moi j'avais l'âge de tous ces enfants-là, j'ai fait toute ma scolarité en France, j'ai fait tout ce que la femme que je suis aujourd'hui, ben, je l'ai découverte ici. Et je me rends tout simplement compte que les gens de ma génération, et ne regardez pas ce corps, il paraît très très jeune, mais ça c'est à cause des gènes et ça n'a rien à voir. C'est mes parents. Il y a beaucoup d'années derrière. C'est que les enfants aujourd'hui font moins d'études. Et ceux qui font des études de moins bonne qualité. Que quand je visite énormément de lycées, je me rends tout simplement compte que on voit beaucoup de nos enfants mais qui ne savent même pas ce que c'est que être qui ils sont. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire de dire « Nene Kunam Beng Beng Anjo » Juste en disant ça, Queen, c'est le nom que mes parents ont voulu que j'ai. Ça serait donc aujourd'hui en France mon prénom. Et Mbeng, c'est le nom de mon père. Mais en disant Beng Anjo, je suis en train de dire le nom du père de mon père. Et en disant Joan Beng, je suis en train de dire le nom de mon arrière-grand-père et tout ça. Et moi, je rencontre au quotidien, depuis 1 an, des enfants africains qui mangent de mafé à la maison, qui mangent de ndolé à la maison, qui mangent de yassa à la maison, qui mangent de tchèp à la maison, qui ne sont pas capables de me dire combien de frères et sœurs leur père ont, qui ne sont pas capables de dire le nom des membres de leur famille, parce qu'il n'y a pas la transmission. Je rencontre au quotidien des enfants qui me ressemblent, qui me disent « Yaya, personne ne m'avait jamais parlé comme tu me parles. » Pourtant, ils sont nés en France. Mais Yaya, pourquoi tu nous parles tout le temps de ça? Alors, moi, mon postulat, il est simple. Je ne parle que de l'excellence. Et quand je parle d'excellence, ce n'est pas par prétention ou par arrogance. Je parle d'excellence parce que je m'impose cette excellence-là. Quand je ne sais pas quelque chose, je vais en... Est-ce que je peux dire en gros mot Nabouachi? Mais je vais appeler Nabouachi, puis je vais lui dire, dis-moi. Parce que lui, il sait. Que je vais appeler Carlos pour lui dire, j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu en penses? Et il va me dire, ben, ça, je ne sais pas. J'ai eu à partager quelques échanges avec le professeur Gomez. C'est que je n'ai aucune honte à demander aux plus jeunes, aux moins jeunes, quand je ne sais pas. C'est bien de parler de Cheikh Anta Diop. C'est tout simplement génial. Et pour ceux qui ont lu ce livre, beaucoup de personnes vont vous dire que ce livre a changé les vies. Oui, mais moi, la vraie problématique, et ce sur quoi je voudrais que nous parlions cet après-midi, c'est que dirait-il aujourd'hui s'il était là avec nous? Parce que finalement, toutes les personnes qui sont dans cette salle, vous êtes déjà conscients. Mais qu'est-ce que nous faisons au quotidien par rapport à nos enfants? Donc, mon postulat, il est celui-là. Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Je ne peux pas exister si vous n'êtes pas. Et je ne peux pas avancer si vous n'avancez pas avec moi. Je suis parce que nous sommes. Je suis malheureuse au quotidien parce que je vois mes enfants ne pas savoir qui ils sont. Comment je peux leur dire qu'ils ont besoin de lire pour pouvoir comprendre? Comment je peux expliquer aux enfants qui vont voir Black Panther avec moi et qui me disent une seule chose? Le film dure quoi? 2 heures combien? Coco? Il dure combien? Voilà, il dure longtemps et que nous sortons de là pour faire un débrief et que nous allons manger quelque chose dans un restaurant africain et que je leur dis, alors, c'était quoi? Parce que moi, j'étais complètement surexcitée à cette idée et qui m'ont parlé que de la bogosité. Ils n'ont vu que Michael B. Jordan et ils ont dit qu'il était lui. C'était la seule personne qui était belle. Moi, je suis une femme africaine. J'attendais à ce qu'elle me dise oh, Danaï, elle est magnifique. Lupita, elle est belle. Elles n'ont pas été capables de voir tout ça parce qu'elles ne savaient pas. Mais là où j'ai pleuré, c'est quand elles m'ont dit, j'ai dit alors et les costumes? Parce que je me disais, oh mon Dieu, regardez les costumes. C'est tellement magnifique. Elles m'ont dit, c'est des trucs de blédard. C'est authentique, ce que je vous dis. Depuis 1 an que je suis rentrée en France, je pleure tous les jours. Je pleure tous les jours en tant que
enseignante, je pleure tous les jours. Mais je ne suis pas la seule. Je vous mets au défi, trouvez dans votre entourage, trouvez les profs qui vous ressemblent, qui enseignent dans les établissements dans ce pays et demandez-leur ce qu'elles ressentent au quotidien. La violence verbale de nos enfants vis-à-vis de nous, l'arrogance verbale vis-à-vis de nous, juste parce qu'on a l'honnêteté ou le courage de leur dire « Les gars, vous ne savez pas encore les codes. Vous ne connaissez pas encore les codes. Vous ne pouvez pas encore les décrypter, les codes. Et quand le moment viendra où il faut que vous analysez les choses, il sera trop tard. Moi, je vous dis, voilà le parcours, voilà comment il faut faire. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut avancer un peu? Donc, je suis pas ce que nous sommes. Alors, donc, moi, je sais que je ne peux pas être heureuse, en fait, quand les gens autour de moi ne le sont pas. Donc, toujours Ubuntu. Mais tous les gens qui sont ici, vous êtes déjà convaincus. Vous savez déjà pourquoi vous êtes là. La vraie question est là. Je n'ai même plus besoin de ça parce que je voudrais qu'on apporte une réponse. Je voudrais qu'en sortant d'ici, aujourd'hui, que chacun puisse savoir comment on fait. Alors, le choix que moi j'ai fait, mais chacun a le droit de faire les choix qu'il veut. Le choix que j'ai fait, c'est de dire, je vais partager le peu que je sais. C'est comme les relais. Mais je ne vais... Oh my God, I'm sorry. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas partager cela par rapport aux conférences ou par rapport à quoi que ce soit. C'est véritablement dire comment est-ce que je vais articuler les choses. Et pourquoi est-ce que je le fais depuis 1 an ici? Parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu je suis dans ma classe. Il y a quelques situations qui m'ont véritablement marqué et qui ont complètement changé ma perspective d'enseignante. Un jeune garçon, 12 ans, qui a 2,3 m, donc vous pouvez imaginer, moi j'ai à peine 1,60 m, qui m'a dit un jour, tu ne fais pas bien. Nous, on ne peut pas apprendre comme ça. On ne m'avait jamais dit ça, mais j'avais plus de 15 ans de métier avant d'aller là-bas. Et puis alors je lui ai dit, mais Ashton, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me dit, mais non, mais toi tu mets trop de temps, tu attends, machin truc. Nous, on est déjà trop excités. Donc il faudrait que tu fasses ci, comme ça. Ok. Alors je lui ai dit, mais il faut que tu me montres, je ne sais pas. Alors il m'a expliqué et j'ai commencé à appliquer, ça a marché. Mais l'expérience la plus bouleversante pour moi en tant qu'enseignante, c'était quand Eja m'a dit, je ne sais pas apprendre comme tu essaies de m'apprendre. À savoir que moi je suis ici et vous êtes assis là. Et je pleure beaucoup, souvent, parce que les enfants m'émeuvent. Alors je lui ai dit, je ne sais pas. Alors je lui ai dit, mais comment tu apprends? Et cet enfant m'a dit, je dois le construire pour apprendre. À l'UFM, on ne m'a pas appris ça. Il n'y a aucun cours de pédagogie qui m'a appris ça. Alors je suis là, face à cet enfant qui était en train de foirer toute sa scolarité. Parce que justement, il fallait qu'elle s'assoie et que moi je fasse mon cours, mais dans toutes ces classes. Et je lui dis, mais je ne sais même pas, je ne comprends même pas ce que tu es en train de me dire. Et puis elle me dit, donne-moi ça, j'ai besoin de ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Cet enfant, littéralement, comme vous savez, quand on parle des musiciens, quand ils disent qu'on a l'oreille musicale et que quelqu'un parle, lui il entend des musiques ou il voit des couleurs. C'était littéralement ça. Vous lui donnez un mot, il faut qu'elle le construise. Alors je lui ai dit, Eja, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? Il me dit, moi il me faut construction paper, il me faut ci, il me faut des crayons de couleur et tout, tralala. À la fin de la journée, je suis allée à Office Depot et je lui ai acheté j'ai acheté toutes ces choses-là. J'étais devenue subitement prof de EMP. Je ne sais même plus si ça existe toujours, les plus jeunes, excusez-moi. J'avais ramené ça et cette gamine, pendant que les autres sont assis, chacun est en train d'étudier normalement, elle, quand elle rentre, le cours est là, elle sait ce qu'elle doit faire, mais elle construisait toutes ces choses-là. Je suis parce que nous sommes. Il a fallu que j'aille voir tous mes collègues pour leur dire, mais le F là, moi je pense qu'il peut devenir un A. Hein? Ah, mais elle fait rien, cet enfant, machin, tout. J'ai dit, ah, bon, il faut venir voir ce qu'elle fait chez moi. Elle a besoin de ça. Cet enfant qui était en échec scolaire,
est passée de ce stade-là, parce qu'elle a pété les plombs, mais parce que j'ai eu l'honnêteté de me poser, de lui dire, montre-moi. Montre-moi, et que je l'ai écouté. Donc quand les élèves ici, les élèves ici, ou les enfants ici me disent, mais comment tu fais? J'ai dit, je ne suis cette personne que par rapport à vous. Je suis cette personne par rapport à vous. La vraie question que moi j'ai envie que nous répondions, quand je vous pose la question, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour littéralement honorer le chèque? Parce que c'était un enseignant. Ces vieux jours à Dakar, professeur Gomez peut vous le dire mieux, c'était un enseignant. Qu'est-ce que nous faisons de la connaissance que nous avons par rapport à nos enfants? Qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons assister à toutes les conférences du monde. Nous pouvons lire tous les livres du monde. Nous pouvons connaître, nous pouvons être passés des nuits entières à débattre entre nous. Mais si nous ne transmettons pas aux plus jeunes, si nous ne nous engageons pas auprès des associations, qu'est-ce que nous faisons? Qui ici donne 1 heure, 2 heures de son temps pour juste aller faire l'aide aux devoirs à nos enfants? Parce que c'est ça. Nous ne pouvons pas parler de la jeunesse, nous ne pouvons pas parler de la connaissance, nous ne pouvons pas parler de la transmission, nous ne pouvons pas être Ubuntu si on ne fait pas tout ça ensemble. Et on ne peut le faire ensemble, surtout dans ce pays où nous sommes en terre hostile. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Nous devons naviguer en terre hostile en permanence. On n'y est pour rien. Nous sommes en terre hostile. Mais c'est bien. C'est très très bien d'être en terre hostile. Moi je pense que chacun, on doit, l'action, c'est de dire, moi je sais, je suis un spécialiste d'histoire. Eh bien vous savez quoi? Je vais regarder dans mon quartier quelle est l'association où il y a l'aide aux devoirs et je vais aller enseigner, je vais aller donner, ou en tout cas aider les enfants à réviser leur cours d'histoire. Je vais aller faire de la lecture. Nos enfants ne savent pas lire. Je découvre des sections dans les universités, les lycées aujourd'hui, où en fait c'est des voies de garage, où on fout nos enfants là-dedans, et puis non, ils ne font rien de la journée. Et ils ne peuvent pas écrire juste un paragraphe avec 500 mots. Mais ce sont des enfants qui sont nés en France. Ça, c'est la réalité. Ce sont des enfants qui sont nés en France. Des enfants qui ne sont pas capables de parler. Donc, alors moi, j'entends bien, on dit oui, mais ça, c'est à cause des médias, de social media. C'est très bien. Mais les enfants japonais font des social media. Les enfants chinois le font aussi. Tous ces enfants-là le font. Mais d'un côté aussi, tout ce que je sais, c'est que quand on regarde d'autres communautés, eh bien, les enfants, ces enfants-là, eh bien, ils vont apprendre leur langue, ils vont apprendre leur culture et ils excellent aussi dans la culture hostile de là où ils sont. Qu'est-ce que nous faisons? Que dirait le cheikh aujourd'hui s'il était ici avec nous? Qu'est-ce que nous faisons par rapport à nos enfants? Qu'est-ce que nous faisons de notre connaissance et comment nous la transmettons à nos enfants? S'il vous plaît, engagez-vous. Les enfants, nos enfants dans les quartiers ont besoin de gens qui leur donnent le goût de la lecture. Nos enfants ont besoin des gens qui leur donnent le goût des maths. En tout cas, qui leur redonnent le goût des maths. Je parle au quotidien avec des enfants qui nous disent ah ben non, mais moi je suis pas bonne en maths. Hein. Après, ça change tout quand on leur dit et tu sais quand même que c'est grâce à des badass de femmes noires que la NASA existe, hein, qu'ils ont pu aller là-bas pour la première fois. Hein. Tu le sais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu me racontes? Ben alors, assieds-toi, on va regarder The Hidden Figures. Non, mais t'es sérieuse là? J'ai dit, ben oui. Donc, ma présence ici cet après-midi, c'était juste de vous dire qu'il y a énormément d'associations, surtout dans vos quartiers. Allez dans les maisons dans les maisons des associations, allez dans vos quartiers, s'il vous plaît, et demandez qui fait l'aide aux devoirs. Parce que nos enfants ne savent pas lire, nos enfants ont beaucoup de mal à écrire, nos enfants ne savent pas qui ils sont. Et n'oubliez pas en fait, hein, on a énormément de frères et sœurs ici qui sont des parents, mais qui eux-mêmes ne sont pas lettrés.
eux-mêmes ne sont pas lettrés. Alors quand les parents ne sont pas lettrés, eh bien, l'aide aux devoirs, il est confié à d'autres personnes. Allons dans les associations, allons aider, parce que les enfants, allez même dans les écoles de quartier et demandez, faire du bénévolat. Nous n'avons pas cette culture, la culture de faire du bénévolat. Nous ne pouvons pas en permanence vouloir du mieux alors que nous ne sommes pas impliqués. Nous devons être impliqués. Nous devons être impliqués quand les frangins vont à l'école. Nous devons être impliqués, nous devons aller rencontrer les instituts, rencontrer les professeurs. On ne peut pas être hors de la connaissance et laisser donc les cerveaux de nos enfants sans aucun esprit critique. Il n'y a aucune raison. Pourquoi est-ce que je ne connaissais pas Cheikh Anta Diop? Pourtant, mes parents sont lettrés, on parlait de plein d'autres choses. Je connaissais Senghor, je connaissais Césaire, mais lui, je ne le connaissais pas. Pourquoi? Pourquoi je ne le connaissais pas? Mais j'étais dans une famille où on lisait énormément, mais lui, je ne le connaissais pas. Donc, vous voyez bien que même dans les familles où il y a la lecture, où il y a l'accès à la connaissance, ça peut toujours être un peu compliqué. Je ne dis pas qu'il est le seul qu'on doit connaître. Mais je dis tout simplement, que dirait-il aujourd'hui, depuis qu'on sait qu'il est là, et depuis tout le travail qu'il a fait, et bien d'autres derrière, et tout le travail que d'autres continuent à faire aujourd'hui, qu'est-ce qui a avancé pour nous? Moi, je trouve tout simplement que nos enfants sont dans une détresse intellectuelle, morale, spirituelle, tellement grande. Tellement grande. Parce que je pense que nous ne nous engageons pas assez dans les choses concrètes de la vie. Et les choses concrètes pour moi dans la vie, c'est, on est en France, il y a les écoles, et c'est ça qu'on doit faire. Nous devons investir les écoles, nous devons investir les trucs de quartier, parce que c'est dans le quartier que les choses se passent. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Au TEP à tous et à toutes. Bon, je sens que c'est un peu timide dans la salle. Alors, peut-être que... Non, moi, je leur en veux pas. Peut-être que les gens n'ont pas encore conscience de la force et de la signification de ce terme, en fait. C'est peut-être... Je ne dis pas que c'est votre cas, mais on a remarqué ça à plusieurs reprises. Chaque fois qu'on prononce ce terme, bon, évidemment, les Blancs, les locodermes, locoderme, attention, ce n'est pas un terme raciste. Je vois beaucoup de Blancs qui s'énervent à chaque fois qu'on dit locoderme. Même si certains mettent peut-être du ressenti dans ce terme, mais à la base, ce terme est un terme scientifique. Hein? C'est de l'indo-européen. Ça veut dire, loco, ça veut dire blanc, derme blanc, la peau blanche, tout simplement. D'accord? En indo-européen. Donc, c'est un terme scientifique. D'ailleurs, il a été utilisé la première fois par les scientifiques européens. D'accord? Ce n'est pas parce que certains d'entre nous, en disant ce terme, mettent peut-être un peu de ressentiment. Hein, l'histoire est bordée de choses qui font que certains sont peut-être justifiés à avoir du ressentiment. Et ils disent ce terme avec une tonalité qui semble vraiment raciste, qu'il faut croire que ce terme est vraiment raciste, anti-blanc. D'accord? Non, locoderme, ça veut dire peau blanche. Alors, si vous préférez, je dis blanc. Mais il y a aussi des gens qui peuvent mettre du ressenti dans le terme blanc. Non, blanc, sale blanc. Vous voyez? Donc, blanc prononcé comme ça, vous voyez tout de suite que c'est le ressenti qui compte, en fait. D'accord? Donc, locoderme n'est pas forcément un terme raciste. Bref. En tout cas, moi, je disais ça parce que donc, le frère a parlé de la connaissance directe. Ce que j'ai remarqué... c'est vraiment un problème qui se pose. Je trouve que c'est le conseil de Cheikh Anta Diop qu'on applique le moins. Depuis que je milite, plus de 20 ans, je trouve que c'est pas normal qu'au sein de notre génération, il y ait très peu de gens qui maîtrisent les hiéroglyphes. Vous pouvez faire un micro-trottoir autour de vous. Il y en a qui font semblant sur le net, ouais, je m'appelle Osiris, tatati. Vous demandez-lui, il dit au TEP, écris au TEP. Il ne peut pas écrire. Il sait juste le dire. Et c'est pas normal, ça fait 20 ans qu'il est militant kémite et il ne sait pas écrire son écriture. Ça, je trouve que c'est une anomalie. Attention, je me mets dedans. D'accord? Je ne suis pas en train de juger les gens. Je dis qu'au sein de notre génération, ce n'est pas normal qu'on ne maîtrise pas les médules de terre. Au moins qu'on ne... Peut-être pas maîtriser, mais au moins qu'on connaisse le minimum quand même. Il y a un minimum à connaître.
Mais c'est ça la connaissance directe en fait. Donc quand Diop nous dit il faut la connaissance directe et qu'on ne connaisse pas les médias unitaires, mais en fait on ne fait pas ce qu'il dit. Donc on fait, je sais pas moi, on frime sur le net, on frime en soirée, on frime en réunion, en disant tiens je m'appelle Osiris, machin, machin, mais en fait, ouais Osar, Asset, machin, Djouti, ouais mais tu sais même pas, même les unitaires tu les connais même pas. Ça je trouve que notre génération devrait avoir honte de ça, d'accord? Et c'est pour ça que c'est un sujet que je voulais aborder, quitte à gêner certains de notre mouvement, c'est pas grave, moi j'adore ça. D'accord? J'adore déranger quand c'est pour la bonne cause. Et dans un premier temps, donc je vais expliquer un peu moi ce que j'entends. En tout cas, comment je suis arrivé justement à réaliser cette nécessité de la connaissance directe. Et surtout comment j'ai découvert le grand savant pour lequel, que nous célébrons aujourd'hui, donc Cheikh Anta Diop. Alors donc, le Cheikh Anta Diop Day, j'ai eu l'idée, entre guillemets, c'est pas moi qui ai eu l'idée de Cheikh Anta Diop, hein, c'est depuis 1985, c'est quand Cheikh Anta Diop était parti aux États-Unis et il a été reçu justement par le maire d'Atlanta, qui s'appelle Andrew Yang. Et Andrew Yang est un grand monsieur, malheureusement, bon, on ne le connaît pas assez, mais il a eu ce courage-là. Parce qu'en fait, à un moment donné, Diop était coincé ici, était coincé dans le monde francophone parce qu'il était boycotté par l'élite française. Donc on le traitait même de malade, psychologiquement malade, quoi. En gros, il voulait doper les Noirs C'était la période des indépendances. Hein. Donc tous les pays réclamaient l'indépendance. Et donc on l'accusait, les scientifiques locaux d'armes, l'accusaient justement d'inventer une histoire pour doper les Noirs qui sont en train de réclamer l'indépendance. Donc en fait, c'était plus des analyses psychologiques qu'on lui faisait. Et bon, ça à la limite, c'est leur boulot, j'ai envie de dire. Ils ont l'habitude de faire ça. En tout cas, de nous attaquer sur tous les angles. Là, c'est l'angle psychologique. Mais ce qu'il y a de dramatique, c'est que justement, les Noirs écoutaient plus justement ces analyses qu'on faisait de Diop. Ce qui faisait que les Noirs pensaient réellement que Diop avait un problème. Je sais pas, c'était pas clair dans sa tête. Et les étudiants, moi j'ai eu des aînés qui m'ont témoigné que les étudiants évitaient Diop. Quand Diop était, si tu veux avoir ta thèse, il ne vaut mieux pas lui parler. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à isoler Diop dans le monde francophone en fait. Il avait beau se débattre, faire des choses magnifiques, mais il n'atteignait pas sa cible. D'accord? Donc, quand il a décidé de rentrer en Afrique, en se disant, bon, voilà, ça va être mieux là-bas, justement, je vais rentrer chez moi et je vais conscientiser les gens, je vais enseigner la science. Qui est-ce qu'on a envoyé? Senghor. Senghor l'a bloqué. Donc, en plus, on lui a donné mention honorable. Parce que si on lui donnait mention très honorable, il pouvait enseigner. Donc, pour ne pas qu'il enseigne ni ici, ni là-bas, on a donné mention honorable. Donc, c'est subtil. C'est très subtil. Et non, on ne voit pas tout ça, en fait. Le gars, il se retrouve au Sénégal, sous la présidence de Senghor, qui lui a tout bloqué. Donc, le mec, il ne pouvait même pas faire ce qu'il a voulu faire, en fait. Il ne pouvait pas enseigner. Enfin, il était obligé d'ouvrir un petit laboratoire de rien du tout. Il avait le salaire d'assistant. Vous vous rendez compte? Un grand savant comme ça, il a un salaire d'assistant. Bref, il était dans la misère. Donc, en fait, c'est grâce à, on va dire, à un aîné qui est aussi décédé, un noir américain, qui s'appelle John Henry Clark. John Henry Clark, il est très connu aux États-Unis. Il fait partie des références avec Dr. Ben Yochanan. Je pense que certains les connaissent ici. Quand John Henry Clark est venu à Paris, en tant qu'étudiant noir américain, il a entendu parler du Diop. Il a eu la curiosité de prendre connaissance de ses travaux et tout. Et waouh, c'est qui ce mec? Et il a voulu rencontrer Diop. On lui a dit non, il est au Sénégal. C'est pas grave, moi je vais aller au Sénégal. Voilà comment John Henry Clark s'est débrouillé pour atterrir à Dakar. Il a voulu rencontrer Diop. Bon, il y avait une sorte de conférence organisée et tout ça. Il a pris le prétexte de cette conférence pour demander où se trouve le professeur. La conférence sur le sujet dont Diop n'avait pas été convié. Hein. On n'a pas invité Diop.
Justement parce que l'intelligentsia, c'est que Senghor le tient en joue, et que si on le met, on va lui donner une tribune formidable pour encore conscientiser toute l'Afrique, et c'est ça que le système ne voulait pas. Donc, quand il a appris que, non seulement en partant au Sénégal, la conférence qui traite de ce sujet-là, de l'Afrique, etc., Diop ne peut inviter, il a dit, ah, bon, je suis encore plus déterminé à rencontrer Diop. Donc, il s'est débrouillé et tout ça. Et bon, il y a des vidéos de lui qui racontent justement comment Diop lui disait, tiens, prends cette rue, viens en taxi, fais comme ci, comme ça, justement, pour ne pas tomber dans les mailles du filet des services secrets sénégalais et tout. Bref. Donc, il a rencontré Diop. Et il a dit, ouais, voilà, j'ai été subjugué par vos travaux, tout ça, etc., etc. Diop a dit, oh, mais c'est pas les seuls travaux que j'ai, voilà tous mes livres. Donc, il a découvert tout l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et c'est là qu'il a dit, il témoigne, hein. C'est là qu'il a dit, non, bah, franchement, voilà, moi je vais amener ça à mon peuple noir américain. Et Diop a été touché par sa démarche. Il a dit, non, franchement, il faut le faire. Et bon, après, il y en a qui disent que Diop lui aurait dit que c'est vous l'avenir. Bon, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de noirs américains qui se gonflent de ça, en fait. C'est-à-dire que même Diop a dit que c'est nous l'avenir. Bon, bref. En tout cas, John Henry Clarke a créé ce lien-là entre Diop et le monde noir américain. D'accord? Donc, John Henry Clarke a traduit les travaux de Diop et l'a fait connaître au monde noir américain. Le monde noir américain qui était déjà sensibilisé à cette question de l'Égypte antique via le docteur Ben. Il y a un docteur qui s'appelle Ben Yochanan, Youssef Ben Yochanan, d'origine éthiopienne. Je crois qu'il est falacha même, bref, d'origine. Puis bon, voilà, il est devenu noir américain parce que sa mère est rentrée en Amérique, elle est partie en Amérique. Bref. Donc ce gars-là avait déjà fait découvrir au monde noir américain l'Égypte antique. Il faisait un vrai travail là-dessus, il faisait même des sessions où il amenait des noirs américains en Égypte, etc. Bref. Donc le maire d'Atlanta, monsieur Andrew Young, c'est lui qui finance la venue de Cheikh Anta Diop. Et il a fait des conférences, des interviews. C'est d'ailleurs la fameuse interview, il est interviewé par une sœur. Je pense que tout le monde est tombé dessus. C'est pendant ce séjour-là. En fait. Il a fait des interviews, des conférences. Et c'est Andrew Young qui a déclaré le 4 avril Cheikh Anta Diop Day. Voilà, je trouve que c'est vraiment un courage. Bon, après, on est aux États-Unis. Le premier amendement, on a le droit de faire ce qu'on veut. En France, ça n'aurait pas été possible, je pense. Et donc, il a déclaré ce jour-là. Et depuis cette époque, on fête aux États-Unis le Cheikh Anta Diop Day. Donc, voilà. Alors, il y avait un mot qui était important dans tous les discours de Cheikh Anta Diop. Quand vous lisez les œuvres de Cheikh Anta Diop, il y a la nécessité que les Africains maîtrisent la science. D'accord? Qu'on sorte un peu je n'ai pas envie de dire folklore, mais ouais, des bricolages. Qu'on sorte des bricolages et qu'on soit dans la science. Et il savait très bien que il faut bousculer l'Africain en fait pour qu'il s'intéresse à la science. C'est pour ça qu'il utilisait des mots un peu brutaux. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Parce qu'il savait très bien que ça va jouer sur le psyché de l'Africain. Si vous dites juste, oh, faites un peu de science, bon, ok. Je pense que voilà, ça ne va pas percuter. Donc il a utilisé tous ces mots-là pour vraiment nous interpeller. Et à chaque fois, il insistait sur la nécessité de la connaissance directe. Il faut la connaissance directe. Armez-vous de science jusqu'aux dents et apprenez à connaître les choses directement. Il disait de différentes façons, mais c'était toujours le même discours. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de connaître une culture, n'importe quelle culture, vous l'étudierez, vous commencerez toujours par la langue. Oui, parce que si vous ne connaissez pas la langue d'une culture, comment vous pouvez être spécialiste? Il n'y a que les africanistes qui font ça. Ils sont spécialistes d'aucune langue africaine, mais ils sont spécialistes du peuple Dogon, du peuple ceci, cela, mais tu ne parles même pas leur langue. Pour accéder à une culture, la langue, c'est primordial. Et la langue égyptienne, on a la chance, c'est qu'elle a été écrite. C'est l'une des premières, la première, hein, même si les autres discutent sur l'Asie, mais nous on sait que c'est la première des langues vraiment où l'écriture est attestée, est gravée. Ils ont même gravé ça dans la pierre
pour qu'elles ne disparaissent pas. C'est comme s'ils savaient ce qui allait nous arriver. Ils savaient. Voilà. Donc, malgré toutes les turpitudes, esclavage, déportation, etc., etc., et amnésie, je pense que c'est la tourloupe la plus forte que le colon a réussi, c'est de nous faire oublier, en fait, nous-mêmes. Et à partir du moment où on s'oublie soi-même, on est corvéable à merci. On peut vous prendre en esclavage, vous déporter à gauche, à droite, vous dites de danser, de faire n'importe quoi, vous allez le faire. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Et donc, le terme OTEP que j'ai prononcé tout à l'heure, vous avez répondu un peu timidement. Les anciens Égyptiens l'écrivaient comme ça. Ok? Donc ça, c'est le signe. Alors, ils l'écrivaient comme ça. Ok? Mais en fait, ça, c'est plus complet, en fait. Ok? Parce que si vous ne savez pas comment ça se prononce, eh bien, ça, avec les monolithaires, ça c'est le T, ça c'est le P. D'accord? C'est là pour confirmer le son. Si vous dites OTEP, si la personne a oublié c'est quoi ça veut dire, eh bien oui, rappelle-toi, ça se finit par T et P. D'accord? On appelle ça les compléments phonétiques en fait. Donc, voilà. Alors, le hiéroglyphe, c'est celui-là. En fait, ça c'est une offrande de pain. C'est du pain ça. Parce que souvent les Égyptiens, quand ils faisaient des offrandes, ils offraient beaucoup. En fait, le pain revenait à chaque aliment, à chaque repas. Ils aimaient le pain en fait. Et ça c'est la table d'offrande en fait. D'accord? Et voilà. Ça c'est translitère, en fait c'est HTP. Ok? Et on prononce ça OTEP. En fait ça veut dire la paix, ça veut dire la sérénité, la stabilité. Parce que quand on offrait une offrande à un ancêtre, l'ancêtre était satisfait en fait. Il était satisfait, il était dans la joie de recevoir cette offrande en fait. Donc il est OTEP on dit. Donc en fait quand on souhaite OTEP à quelqu'un, c'est comme si on lui disait que la paix, que la sérénité soit sur toi. C'est gentil ça. C'est pas méchant, c'est pas raciste. Voilà. Donc quand vous entendez le terme OTEP, il faut penser à ça. D'accord? Je vois la plupart des gens sur Internet, les Camille, ouais, mais est-ce que vous savez écrire OTEP? Vous ne savez pas écrire OTEP. Voilà, maintenant, aujourd'hui, à partir de maintenant, vous saurez comment on écrit OTEP. J'espère que ça vous donnera envie d'apprendre les mesures unitaires. Alors, donc, justement, le professeur est là pour vous parler de l'œuvre vraiment du savant, mais moi je voulais mettre le doigt sur cette guerre psychologique en fait qu'il y a entre nous et les colonisateurs. Eh bien, je trouve que l'arme vraiment que le colonisateur a utilisée le plus efficacement contre nous, c'est le doute de nous-mêmes. Le fait qu'on doute de soi-même, eh ben, on peut être conscientisé hein, et avoir un doute. Attention, je ne dis pas que forcément les aliénés seulement sont sujets à cette victime de cette arme. Même les gens conscientisés, vous allez le voir tout à l'heure. Enfin, je ne les ai pas mis dans la présentation, mais je vais en parler tout à l'heure. Donc, bien sûr, bon, il y a les armes classiques, voilà, les canons, les bateaux, les déportations, bon, ça c'est physique. Mais il y a les armes psychologiques qu'ils ont utilisées. Et je trouve que ces armes-là, on n'a pas assez combattu ces armes, en fait. Et Diop, c'est l'un des premiers qui a vraiment mis un stop à cette armada qui déclenche le doute de nous-mêmes. Et il a tout de suite compris là où il fallait frapper, en fait. Et en frappant à l'Égypte antique, il a frappé au bon endroit. Et les Noirs ne réalisent pas encore ça. Encore aujourd'hui, on entend des discussions sur Internet. Ouais, vous parlez de l'Égypte, il y a des Noirs qui sont devenus des égyptophobes, en fait. Il ne faut pas leur parler de l'Égypte antique. Voilà. Lui, le Congo, l'Égypte, ce n'est pas son problème. Lui, voilà, hein, Sénégal ou machin, oui, d'accord, mais pas l'Égypte. Je vois encore cette discussion se dérouler 35 ans après le colloque du Caire. 65 ans après National Agriculture. Ça veut dire que le problème, il est profond, en fait. D'accord? Le doute de nous-mêmes, il est profond. Même quand on croit être conscientisé, il y a toujours... En tout cas, même moi-même, hein, des fois, quand je tombe sur une situation délicate, je m'interroge toujours, tiens, est-ce qu'il n'y a pas ce doute en moi, le doute de moi-même en moi?
Parce qu'on n'est jamais complètement désaliéné. Ça, c'est mon avis. Ok. Donc, suivant. Alors, là, j'ai pris une citation du grand savant dans le livre Civilisation et barbarie, anthropologie, complaisance, voilà, en 81. Donc, il dit exactement ceci. L'existence d'une égyptologie africaine seule permettra, grâce à la connaissance directe qu'elle confère, de dépasser pour de bon les théories frustrantes et dissolvantes des historiens obscurantistes ou agnostiques qui, à défaut d'une information solide puisée à la source, cherchent à sauver la face en procédant à un hypothétique dosage d'influence. Seul l'enracinement d'une pareille discipline scientifique en Afrique noire amènera à savoir un jour la nouveauté et la richesse de la conscience culturelle que nous voulons susciter, sa qualité, son ampleur, sa profondeur, sa puissance créatrice. L'Africain qui nous a compris, donc ça suppose l'Africain qui nous a lu aussi. Hein. Parce que je vois aujourd'hui les gens ne veulent pas lire, ouais, mais tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas lu. Donc il faut vraiment lire Diop, donc il faut acheter les livres de Narmer. Bref. Donc, l'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur, porteur d'une nouvelle civilisation, parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Ça, c'était central. C'était central. Et ça, on ne peut pas être conscient de ça si on n'a pas accès justement au savoir des anciens de la vallée du Nil. Connaître les Médounétaires, c'est comme avoir un dialogue indirect avec ses ancêtres disparus de la vallée du Nil. C'est comme, il y a un noir américain qui s'appelle Oujaou Menhib Iri Mahat. C'est mon professeur de Médounétaire. Et il utilise souvent une expression qui dit « meeting of the mind ». Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais en tout cas, ouais, la rencontre des esprits, bref, des esprits, quoi. Et bien, c'est ça qui se passe, en fait. Quand vous accédez au texte, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Qu'il soit blanc, noir, peu importe. Personne ne peut vous raconter n'importe quoi. Même un noir qui essaie de faire croire qu'il connaît les médus, mais vous allez tout de suite le griller. Parce que vous voyez où il commence à dériver, où il commence à fabriquer des choses, etc. Parce que vous êtes en connexion directe avec vos ancêtres. Et c'est ça, en fait, la vraie utilité de la connaissance directe. C'est que ça vous mettra en direct, en connexion avec vos ancêtres. Sans besoin d'intermédiaire. Donc, le médicament qu'on se doute, ce sont les œuvres de Diop et Benga. Tout simplement. Ne cherchez pas nulle part ailleurs. Si vous ne faites pas ça, vous aurez toujours ce doute-là. Quelle que soit la connaissance ou, je ne sais pas, le chemin que vous prendrez, bien sûr, il y aura la guérison d'une partie, mais il restera toujours une partie. Si vous voulez éradiquer tout ce doute, Diop ou Benga, tout simplement. Voilà. Donc, la suite. Alors, donc vous devez vous demander, mais pourquoi il présente lui? Il y en a certains qui vont demander sur Internet, parce qu'on commence à les connaître, les camis du net. Ils sont pas gentils, très méchants. Et on se dit, mais pourquoi il parle lui? Il parle en tant que qui? C'est qui lui? Je sais que ces questions vont arriver. Donc pour faire taire toute polémique future, je dis qui je suis. Voilà, j'espère avec sincérité, honnêteté, puis voilà. Après jugeront si j'ai le droit ou pas de présenter quelque chose. Donc je vais présenter ma biographie militante. Quoi? Oh merde. Non, c'est. Bon, ok. Alors, pourquoi j'ai mis ce slide? Pas par masochisme, vous pensez bien? Tu es un provocateur. Ouais, je sais. J'aime ça. Et en fait, c'est parce que je me suis dit, il faut être honnête, en fait. Il faut être honnête. Ok? La plupart des gens jouent au jeu de faire croire qu'ils étaient conscients depuis on ne sait pas quand, d'ailleurs. Grosso modo, ils seraient même nés conscients. Voilà, comme s'ils sont nés avec le livre de Malcolm. Il faut arrêter ça, les frères.
À un moment donné, vous étiez inconscient. D'accord? Moi, j'ai voulu me mettre à nu et mettre cette photo-là pour que les gens réalisent que non. Mais attends, là je suis en mode Jésus Akbar. Là, c'est... Voilà. Je veux dire... Donc, tu estimes que les gens qui sont comme ça, ils sont inconscients. Cherche pas la provocation. Mes frères noirs chrétiens, je vous aime. Ok? C'est pas une façon de vous, comme on dit, je sais pas comment, de vous. Merde. Bon, bref, j'écoute trop de l'anglais. En tout cas, c'est pas une façon de vous critiquer votre démarche, mais je me dois d'être honnête. Je me dois de dire les choses comme je les ai vécues moi. Je parle de moi. J'attaque pas les chrétiens noirs. Je parle de moi, d'accord? J'étais sincèrement dans cette démarche-là, ok? Donc, mais moi, ce que je dis, c'est que c'est un héritage colonial. Que vous le vouliez ou non, c'est un héritage colonial. Et la tare africaine l'a mieux partagée. C'est ce que j'ai mis. Un Africain qui dit qu'il est né dans la colonie comme moi, hein, j'ai oublié de le préciser, je suis né au bled, grandi au bled, je suis venu après mon bac. Donc ça veut dire mon mental. Dans quel bled? Au Gabon. Bon. Une colonie qu'on appelle le Gabon. D'accord? Et en plus, je ne suis pas né à Libreville, je suis né au village. Voilà, grandi au village. En tout cas, celui qui est né comme moi et qui peut prétendre qu'il a échappé à l'héritage colonial, c'est un menteur. C'est un mytho. Voilà. Moi, je le dis, c'est un mytho. Et s'il n'est pas content, qu'il vienne qu'on débatte, on va voir que c'est un mytho. Donc, on a tous cet héritage-là en nous, en fait. C'est même de nier cet héritage qui me... Tu es suspect. Tu veux nier ça? Comment tu vas combattre ça si tu veux nier ça? Si tu nies, c'est que tu veux cacher ça, c'est que tu aimes. En fait, tu aimes l'aliénation. Oui, bah oui. Donc, moi, je préfère les gens qui sont honnêtes. Ouais, voilà. Voilà. Moi, j'étais à fond dedans. OK? Et j'ai dit que c'est la tare africaine la mieux partagée. OK? Et voilà, voilà. Je l'ai déjà dit, seuls les menteurs osent prétendre être nés conscients. Après, bon, j'ai peut-être été un peu radical là-dessus. Bon, il y a des cas, effectivement, mais c'est une minorité qui sont nés je sais pas moi, je sais pas, les enfants des Black Panthers, qui ont été élevés justement dans cette tradition, etc. Oui, ceux-là, ils peuvent prétendre que, ah ouais, d'accord, je suis peut-être né conscient. Mais c'est une minorité, il ne faut pas se mentir. La majorité sont comme moi. C'est-à-dire, on vient d'un monde inconscient. Alors, donc, dans ma petite campagne gabonaise, c'est le hip-hop qui m'a touché, en fait. Je vois que je n'ai pas les attirails, mais en tout cas, le cœur y est. Le cœur y est. Donc, mon premier réveil, okay, ça a été le hip-hop. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, déjà par honnêteté, pour vraiment dire complètement d'où je viens, en fait. Je pense que c'est cette démarche qu'on devra avoir. Hein? Quand je ne sais pas le passé de quelqu'un, en général, je me méfie. Enfin, je garde ma méfiance pour moi, mais je me méfie d'abord. Quand je connais après son passé, ah ok, je vois sa trajectoire, là, je peux faire confiance. Bon, bref. En tout cas, moi, c'est dans cette démarche-là. Alors, là, je vous ai mis la photo. Beaucoup de gens écoutent le hip-hop aujourd'hui. Enfin, là, ça a changé de forme, etc. Bon, il y en a qui aiment, qui n'aiment pas. Bon, bref. Mais le hip-hop, c'est eux qui ont créé le hip-hop. C'est même pas... Je me suis mal exprimé. Ce n'est pas eux qui ont créé le hip-hop. C'est lui qui a créé le hip-hop. Ça, c'est les gens qui ont été influencés par lui. D'accord? Donc, l'inventeur du hip-hop, c'est lui. Je vais parler de lui après. Il s'appelle Kool DJ Herc. Ok? Donc, ça c'est Grandmaster Flash, avec la casquette. Et là c'est Afrika Bambaataa. Grandmaster Flash et Afrika Bambaataa ne sont que entre guillemets, les enfants de lui là. C'est lui qui les a influencés. C'est très important que je répète ça. Parce que vous allez comprendre tout à l'heure. Bon voilà, bien sûr, le hip-hop a ramené des principes et des valeurs que je trouve, franchement, après m'être conscientisé, je trouve que ça se rapproche de la maths. De mon monde inconscient, le milieu que je trouve que, après analyse postérieure, que ça se rapproche de la maths, c'est le monde que j'ai rejoint, c'est le hip-hop. Ok. Dans la discussion, on aura ce débat, tout à fait. Je suis en accord, en fait, avec ce que tu dis.
Alors, donc, voilà. Alors, du rap conscient, qui m'a donné envie, justement, de réfléchir, knowledge, tout ça, là, je suis passé à la lecture. Et je me rappellerai toujours de ce livre. Je sortais avec une Martiniquaise qui avait ce livre-là. Puis moi, en rentrant et tout, par curiosité, je savais c'était qui Aimé Césaire, mais bon, bref. Par curiosité, j'ai commencé à lire et tout. Waouh! Et j'ai lu toute la nuit ce livre. Et voilà, j'étais là, je trouve qu'il disait ce que je ressentais sans être capable de dire. Et j'ai absolument, tu dors pas? Non, non, dors pas. Et j'étais comme ça. Et le lendemain, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai fait des recherches sur lui. Il dit qu'il y a un mec qui est encore plus balèze que lui. J'ai oublié même la phrase qu'il avait dit, le noir le plus, je sais pas quoi. Enfin bref, le plus subversif, c'est Cheikh Anta Diop. Donc le lendemain, j'ai acheté ça. Et j'ai appris que Fanon, c'était son élève. C'est ça. Voilà, bref. C'est comme ça que je suis rentré dans le savoir. La suite. Et puis, bon, voilà, à partir de là, c'était parti. Je ne pouvais plus faire marche arrière. J'ai été piqué par le virus de Diop. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la dynamique de sensibilisation et de conscience historique africaine, en fait. Parce que moi, je me définis comme un étudiant, parce que voilà mes professeurs, hein, ils sont là. Je crois que je les ai mis dans la présentation. Mais je suis leur étudiant, ok? En conscience historique africaine, c'est ce que nous devons acquérir, ok? Étudiant, chercheur en conscience. Chercheur, pourquoi? Parce que je me dis que il faut qu'on arrête cette logique passive où on vient à des conférences, comme on allait à l'église en fait. Tu vas à l'église, le pasteur, tu rentres à la maison faire les péchés, tu reviens dimanche. C'est ce qu'on fait dans le monde conscient. On vient samedi, on écoute les professeurs ou les machins. Ah ouais, nous parlons d'un truc de pharaon, ouais, ou tête, Ouais, mais on lit rien. On rentre à la maison, on note rien. On n'apprend rien. Et on revient le week-end prochain parce qu'on en a besoin. Comme les chrétiens à l'église, en fait. Donc, c'est comme si on faisait l'église consciente, en fait. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je préfère me définir comme étudiant chercheur en conscience historique africaine. Donc, le poison africaniste existe toujours. Il ne faut pas qu'on s'endorme là-dessus. Et c'est la connaissance directe qui fera qu'on pourra défier ces gens-là. Bien sûr, ils sont défiés par nos aînés. Hein. Le professeur est là, il sait que ces gens-là, ils s'occupent d'eux. Mais nous devons nous armer aussi de science et de médonnétaire jusqu'aux dents pour pouvoir affronter les petits de ces gens-là. Parce que ces gens-là, j'ai appris que un certain Alain Fourman, dont je n'ai pas mis la photo, il continue à faire des conférences. Et c'est quelqu'un qui, croyant que ça me plairait, me dit, tiens, voilà une belle conférence qui pouvait te plaire. Je regarde, c'est nulle part ailleurs, mais la salle est bondée de monde. Eh bien, ce sont ces gens-là. Donc, ils continuent à faire leur travail de merde, excusez-moi. Ils ne digèrent pas que leurs aînés ont perdu devant Diop Obenga. Et ils continuent à faire le travail de diffuser leur poison, en fait. Alors, discrètement. Voilà, donc nous devons réellement nous armer jusqu'aux dents. Ça, c'est aux États-Unis. Elle fait le même rôle qu'eux, elle et ses collègues. D'accord? Voilà, elle a publié Not Out of Africa. Hein? How Afrocentrism became an excuse to teach myth and history. Ok? Donc c'est clair. Là, vraiment c'est clair. C'est un peu la même chose qui est défendue par les versions francophones. Et bien sûr, Obenga a répondu dans ce livre que je vous conseille. Il a répondu à tous ces gens-là. Donc tant qu'Obenga est vivant, ces gens ne peuvent pas prospérer. Mais je pense qu'ils attendent tous qu'ils meurent pour que ces gens sortent du bois. Vous allez les voir partout. D'accord? Donc voilà. Ensuite, et voilà. Ce qu'il faut faire, c'est juste ça. Vous faites ça. Pourquoi c'est important de lire d'abord ça? Parce que vous pourrez lire après n'importe quel livre. Ok? Vous allez tout de suite voir les insuffisances du livre, en quoi le livre est pertinent, etc. Vous allez tout de suite le voir. Parce que ça, vraiment, c'est l'antidote. Ok? Voilà. Donc, sur ce, je vous dirais, comme le professeur avait dit, armez-vous de science jusqu'aux dents. Moi, je dirais, armez-vous de médonnétaire jusqu'aux dents. Et arrachez votre patrimoine chimique. Merci. Vraiment beaucoup d'applaudissements pour le frère Kalouz.
Vraiment, l'homme qui est capable de mélanger Cheikh Anta Diop, les Medunether, en passant par Grandmaster Flash, les Furious Five, DJ Cool Air et compagnie. Vraiment beaucoup d'applaudissements pour le frère Carlos. Otep. Otep. Ça veut dire la paix, que la paix soit avec vous. Les musulmans disent salam alaikum, les juifs disent shalom, nous on dit Otep, et d'autres disent autrement. Voilà. Donc moi je fais de la bande dessinée que j'ai appelée Kemti, Kem qui veut dire noir et Ti qui veut dire image, image de la civilisation, par extension image de la civilisation noire, parce que dans mes livres je ne parle que de notre civilisation, de notre culture. Voilà. J'ai choisi la bande dessinée parce que pour moi c'est le support littéraire le plus accessible à tous les publics, aussi bien les jeunes gens que les adultes. Je réponds à la sœur qui était là tout à l'heure. Que faisons-nous par rapport à la jeunesse? J'ai choisi justement ce support parce que moi-même j'ai été un jeune, j'ai été un enfant. Je lisais beaucoup, mais je lisais que des livres où il n'y avait que des Européens, des Blancs. Et comme Carlos disait tout à l'heure, une chose qu'on n'a même pas fait. C'est triste, mais en 6e, je faisais des bandes dessinées. Et il n'y avait que des blancs dedans. Il n'y avait aucun noir. Et on trouvait ça normal. Hein? On trouvait ça normal. Voilà. Donc aujourd'hui, on change. On veut que nos enfants fassent autre chose, qu'ils soient autrement, mentalement. Donc la meilleure manière que moi j'ai trouvé à mon niveau, c'est de choisir ce support littéraire, la bande dessinée, Kemti, pour faire connaître nos histoires à nos enfants, mais à nous-mêmes. Pourquoi nous-mêmes? Parce que devant l'inconnu, nous sommes tous des enfants et la plupart d'entre nous, nous ignorons notre histoire. Voilà. Donc ici, je tiens mon nouvel album, Kandaka. La plupart d'entre nous ne savons pas qui c'est cette dame. Pourtant, c'est une grande dame, une très très grande dame. Bien sûr, on connaît les Inga, Kimpavita, Solitude et autres grandes héroïnes de notre histoire, avec Winnie Mandela qui est morte il n'y a pas très longtemps, qui est décédée. Mais Kandaka, il faut savoir une chose, elle est plus connue sous le nom de Candace. Et c'est Kandaka qui a empêché les Romains de coloniser le reste de l'Afrique. Ils avaient déjà envoyé, presque dominé toute l'Afrique du Nord. Ils avaient soumis l'Égypte. Mais c'est cette dame, à la tête de son armée, qui va empêcher Rome, simplement parce qu'elle a vaincu les Romains. Et attention, nous sommes à l'apogée de l'Empire romain sous César Auguste. Donc j'ai choisi de raconter son histoire pour que nous ayons aussi, à travers elle, un autre exemple. Surtout pour nos jeunes filles. Voilà, surtout pour nos jeunes filles. Encore une minute. Ça m'a pris beaucoup de temps, 6 ans en tout. 6 ans, j'ai fait 2 volumes en 6 ans. Pourquoi? Parce que pour elles, et pour nos femmes d'une manière générale, pour les femmes noires en général, je voulais vraiment faire quelque chose d'une grande qualité. C'est mon travail, bien sûr, je vais trouver que c'est beau, mais je vous le dis, vous allez aussi avoir votre avis. Mais j'ai mis tout ce temps pour montrer, pour voilà, faire quelque chose vraiment d'une grande qualité, parce que vous le méritez. On ne parle pas souvent de vous. Et moi, à travers ce bouquin, je voulais rendre hommage à nos femmes, à nos mères, à nos filles, à toutes les combattantes d'une manière générale de la liberté de toutes les époques de l'histoire humaine. Voilà. Voilà. Donc le livre, pour terminer, en fait, dans ce livre, je rends hommage également à Winnie Mandela. J'ai écrit son nom, vous allez le retrouver. Et dans le livre, vous pouvez le retrouver tout à l'heure en bas avec les frères de l'association Quilombo, vous pouvez l'acheter. Sinon, vous pouvez aller sous le browser, No Fee Store que vous trouvez à Saint-Denis, université. Et Ta mairie? ta mairie pas encore. Ta mairie quand viendra me voir, on va négocier. Voilà. Sinon sur Djibouti Graphics également, vous le trouvez. Donc mesdames, voilà mon travail. Je vous remercie. Donc, maintenant on va passer à la suite. Donc je vais accueillir une charmante demoiselle, vraiment une jeune promesse, qui aura un message à faire passer, un message à vous faire partager ce soir. Donc j'appelle Noubia. Noubia, tu peux venir. Beaucoup d'applaudissements pour Noubia, s'il vous plaît. Otep à tous. Otep. Donc moi en fait aujourd'hui, je tiens à remercier l'organisateur, Tonton Caleuse, et bien sûr le professeur qui est présent ici pour nous. Et moi en fait j'ai introduit en fait le travail de ma maman et en fait
vu qu'on a commencé à parler de l'éducation, etc., tonton Carlos a dit tout à l'heure qu'on ne naissait pas conscient, mais du coup, j'ai eu la chance, on peut dire, d'être éduquée dans un monde conscient grâce à maman et papa. Et du coup, en fait, je voulais juste vous faire part de ce que ça m'a apporté à moi pour que vous soyez peut-être encouragés du coup à apporter ça à vos enfants ou à votre entourage, etc. Parce que moi, j'ai jamais eu ce problème, comment dirais-je, de connaître Cheikh Anta Diop tard, par exemple. Je le connais depuis, je ne saurais même pas vous dire depuis quand. J'ai jamais eu ce problème de confrontation à moi-même avec ma couleur de peau, de me trouver jolie par rapport aux autres, etc. Comme des copines à moi, elles ont eu ce problème en fait de se trouver moins belles. Moi, toujours à l'école, j'ai toujours dessiné des petites filles noires. Ça, en fait, ça me semblait juste normal, voilà. Quand il y avait des coloriages, j'étais la seule fille en fait à colorier mes princesses en noir. Mes princesses, voilà. Merci maman. Merci maman. Vraiment, deux heures d'applaudissements pour Jalissa, vraiment. Bravo. Donc oui, j'ai jamais eu en fait ce problème. Et du coup, en fait, je trouve que je suis très chanceuse en fait parce que j'ai pas de doute de moi-même. En tout cas, pas sur ces sujets-là. Je peux avoir un manque de confiance sur d'autres sujets, mais comme tout être humain. Mais en tout cas, je doute pas de moi en tant que femme noire en fait, pas du tout. Et justement, l'ouvrage que ma maman va vous présenter juste après permet justement d'avoir un repère dans l'histoire de mon histoire, donc de notre histoire. Et elle permet aux enfants justement de se comprendre. Et du coup, je pense que plus on instruit les enfants jeunes, comme l'a dit la précédente intervenante, plus on les instruit jeunes et en fait, mieux c'est pour eux. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut être armé justement parce que ici, en tout cas, on vit en France et c'est pas chez nous. Et du coup, je pense que les ouvrages que maman elle a fait, ça permet aux jeunes filles et aux jeunes garçons de pouvoir s'épanouir complètement, de se connaître, de connaître son histoire et du coup de pouvoir avancer sereinement dans ce monde en fait. Donc c'est un travail important et du coup je remercie maman et je remercie papa aussi d'être consciente et du coup de ne jamais avoir rencontré ce problème. Du coup j'aide mes copines par exemple et mes copains qui avancent doucement, qui ne sont pas forcément conscients, etc. etc. Mais du coup, oui, j'ai conscience d'être chanceuse et j'espère que vous allez pouvoir apporter en fait cette chance à vos enfants, à votre entourage, à vos neveux, etc. Parce que c'est super important. Voilà. Bon, après ce message vraiment percutant, donc j'accueille Jalissa, maman, et Miss Wow. Wow, vraiment. Donc Otep. Otep. Donc merci à vous d'être venus pour ce grand jour, cet hommage au grand savant Cheikh Anta Diop. Donc je voudrais vraiment remercier donc le professeur Jean-Charles Kouvi-Gomez, puisque j'ai commencé les cours en fait avec lui à l'âge de 20 ans à peu près. Donc on était 4 sisters en fait très intéressées par l'histoire et nous avons eu la chance, si on peut dire, puisque le hasard n'existe pas, ce sont simplement des lois que l'on ne connaît pas, de rencontrer donc justement le professeur Gomez. Donc effectivement, il nous a formés à 20 ans. Donc on était, comme je vous ai dit, on était 4. On était issus du mouvement Rasta. Donc on avait quand même, on était quand même connectés avec l'histoire, puisque dans le mouvement Rasta, c'est quand même un mouvement qui prône le retour à l'Afrique, les cheveux naturels depuis longtemps, le manger haïtal, la fierté de ses origines, de soi, etc. Et donc lorsque j'ai rencontré le professeur Gomez, donc j'ai lu le Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Donc c'est un livre, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment, vraiment enrichi, qui m'a transformée. Pourquoi? Parce que le livre de Cheikh Anta Diop est très structuré, donc c'est vraiment structurant, donc ça permet en fait de structurer ses connaissances. Et c'est ce que m'a apporté aussi le professeur. Parce que le professeur Jean-Charles Kouvi-Gomez, c'est pas parce qu'il est dans la salle, bon moi j'ai quand même fait un peu d'études, je suis professeur des écoles, aujourd'hui depuis 20 ans, et en fait il a une manière d'expliquer les choses qui sont très claires. Ça veut dire que la précision de l'esprit, même si on n'a pas fait des longues études ou pas, c'est lorsqu'on a un plan qui est très précis, en fait les choses deviennent très claires.
Et c'est pour ça, en fait, que je voulais le transmettre à ma fille. Parce qu'en fait, lorsqu'on devient maman, et donc ma fille me posait des questions vers 8, 9, 10 ans, donc je voulais lui expliquer les choses. Mais en fait, il existait que des, entre guillemets, hein, même si ce sont des très bons livres, des pavés. Donc c'est pas tout le monde, ce ne sont pas des livres qui sont accessibles à tout le monde. Les livres d'Obenga, etc., de Diop sont extraordinaires. Mais voilà, moi j'ai grandi en banlieue, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ne lisent pas. Et donc c'était difficile de raconter cette histoire même s'il y avait des connaissances. Et surtout que les connaissances, quelquefois on a des notions, par exemple sur la colonisation, sur l'esclavage, un peu sur l'Égypte, mais ça fait un peu salade en fait dans le cerveau. Il n'y a pas la structuration. Donc de par mon métier, hein, puisque je suis pédagogue aussi, donc j'ai pris le temps en fait d'éditer le premier manuel scolaire. En fait, c'est un livre pédagogique, artistique, qui retrace en fait l'histoire de l'Afrique, donc de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, d'accord, sans coupure. Et en fait, c'est ce que prônait le grand savant Cheikh Anta Diop, c'est la continuité historique. Voilà, ce qui permet en fait, voilà, même pour les enfants, d'avoir une ligne directe, de ne pas commencer comme à l'école, par exemple en CM2 avec l'esclavage. Donc la première représentation qu'ils ont, puisque je suis enseignante, donc avant la première fois que les enfants noirs en fait sont confrontés à l'histoire entre guillemets noire, c'est avec l'esclavage, et c'était en CM2. Ça a été retiré cette année ou il y a 2 ans, mais je crois que c'est cette année. Et donc c'était en CM2, donc à 10 ans. Donc la première image qu'on leur balance, c'est des gens qui étaient enchaînés. Donc voilà. Donc si les parents ou si voilà, la famille n'a pas fait un travail, c'est quand même extrêmement violent pour un enfant noir. Et en plus de ça, dévalorisant, puisque c'est la période la plus sombre, si je peux dire ça, de notre histoire. Mais s'ils ne savaient pas avant qu'il y avait les grands empires, qu'il y avait l'Égypte, etc., que l'écriture vient d'Afrique, et toutes ces notions-là, c'est extrêmement cassant, en fait, au niveau de l'esprit. Et moi, en tant que caraïbéenne, justement, notre histoire, si je peux dire ça comme ça, même si j'aime pas trop, elle commence avec cette histoire. Puisque voilà, c'est avec, justement, la traite négrière européenne. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur Caruquera, Guadeloupe pour ceux qui ne connaissent pas, et toutes les îles anglophones, francophones, etc. qui sont à côté, qui sont justement une répercussion de cette histoire. Donc en fait, pour pouvoir expliquer cette histoire, donc je ne sais pas si j'ai dit mon nom, je m'appelle Jalissa Sekmet, et en fait j'ai créé ma maison d'édition qui s'appelle Conscious Éducation Édition. Donc en fait, le premier tome, donc c'est comme les livres d'histoire qu'on avait au collège, ça commence à la préhistoire. Donc ça commence à la préhistoire. Voilà, on a un chapitre avec la préhistoire. Après, on a un chapitre avec la Nubie. Un chapitre avec les... le montrer, s'il te plaît. Oui. Merci. Donc, la préhistoire. Ensuite, on a la naissance de la civilisation. Donc, pour ça, les enfants comprennent que l'écriture, par exemple, les mathématiques sont nées en Afrique. Ensuite, on a la Nubie. On a l'Égypte antique. On a les grands empires africains. On a la traite négrière arabe. On a la traite négrière européenne. Ensuite, je pars, entre guillemets, dans la diaspora, donc tout ce qui est Caruquera, entre guillemets, États-Unis, l'histoire, voilà. Et ensuite, la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui permet, en fait, d'avoir cette continuité. Et justement, aussi d'enlever toutes ces, entre guillemets, tensions qu'il y avait avant entre Guadeloupéens, Africains, etc. C'est parce qu'on ne se connaissait pas. Et c'est parce qu'on n'avait pas cette continuité. Une fois que ça s'éclaire, il n'y a même plus de questions à se poser. Et comme disait tout à l'heure la sœur, effectivement, il ne faut pas attendre, moi je suis enseignante, il ne faut pas attendre que l'éducation nationale vous produise notre histoire, forme nos enfants. Donc il faut faire comme toutes les autres communautés. Elles le font. Les Arabes vont à l'école après. Les Asiatiques vont à l'école après. D'accord? Donc ça c'est important. Les seuls qui ne vont pas à l'école après, c'est nous. D'accord? Voilà, c'est nous. C'est simple, hein? Donc voilà, ils peuvent, voilà, comme ma fille, elle a son enseignement, elle est à la fac, voilà, ça on ne peut pas y échapper, hein, quoi, pour l'instant. Mais à côté, on peut leur donner justement notre propre éducation, ce qui permet justement un peu de contrebalancer. Et justement, par exemple, lorsque ma fille était au collège, après au lycée, et maintenant, je le dis quand même, elle est à la fac à la Sorbonne, où justement, je ne sais plus de quoi on parlait la dernière fois, et son professeur lui a dit quelque chose sur la traite négrière, Nubia, son cerveau peut tout de suite au moins répondre. Même si elle ne va pas développer encore une longue thèse, etc. Mais tout de suite, elle se dit, et c'est ça en fait, c'est le déclic. Tout le monde ne peut pas faire des études longues, c'est pas le problème. Mais nous devons tous donner au moins une base à nos enfants. Donc voilà. Donc en fait, je vous présente simplement un chapitre. Donc il y a toujours un résumé, il y a toujours une carte,
Les cartes d'ailleurs qui ont été faites par Caloz. Hein, on a passé des nuits parce que j'ai pris 7 ans pour faire ce livre, pour tout résumer. Donc les cours de Gomez, de Diop, il fallait condenser. Donc voilà, il fallait condenser. C'est une base et puis après on peut faire autre chose. Là, il y a les objectifs pédagogiques. Et en fait, dans ce livre, il y a toujours des encadrés. Donc ce qui permet aux enfants de se repérer. Par exemple, s'il y a un encadré bleu, c'est une information. S'il y a un encadré rose, par exemple, c'est une biographie. Si c'est un encadré vert, c'est tout de suite une définition. Donc ça permet une lecture facile en fait. Et donc pour ce livre, pour chaque livre, puisqu'il y en a 3, je travaille en fait avec des artistes. Bon, moi personnellement j'aime beaucoup l'art, donc c'est comme ça. Mais comme l'a dit aussi la sœur tout à l'heure, donc depuis que j'ai commencé, je travaille avec des artistes africains et de la diaspora. Pour 2 raisons. Tout simplement parce que l'art, effectivement, ça attire l'œil tout de suite, ça permet de dire beaucoup de choses. Et donc forcément les enfants c'est important qu'ils aient des représentations. Donc je vous montre, bon j'ai des cartes postales mais j'ai aussi les posters, mais bon, voilà. Par exemple, cette carte postale, c'est Félix Fokoa qui est basé au Cameroun qui me l'a faite. Donc ce sont, vous savez, les posters pédagogiques que nous avions à l'école sur l'histoire. On avait le Moyen-Âge, les charrettes, on avait l'Antiquité. Donc là, voilà, j'ai voulu représenter une femme noire à chaque période en fait de l'histoire. Ce qui permet aux enfants, voilà, de se représenter et de ne pas commencer l'histoire ici. Donc c'est pour ça que les images peuvent dire beaucoup de choses. Au moins un enfant qui voit ça, il voit quand même qu'il y a eu une évolution. Et donc il y a bien sûr pareil pour les hommes, puisqu'il faut contrebalancer la maths, l'homme, la femme. Voilà. Donc ensuite, après ce cahier, j'ai sorti le cahier d'activité. Donc pour ce cahier, j'ai travaillé avec Souleymane Diaye, qui est un artiste sénégalais. Donc qui retrace en fait, pareil, l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, mais pour les enfants. Donc voilà, pour aider les parents, si vous voulez parler de l'histoire à vos enfants, il y a des très beaux dessins, des très beaux supports. Donc voilà, je vais montrer des portraits, il y a beaucoup de portraits aussi. Donc voilà, on passe aussi par le hip-hop, par les États-Unis, voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc quand même ce sont des coloriages qu'on aurait aimé avoir petits, parce que nous on coloriait pas ça, donc ils ont quand même une chance. J'ai mis Salif Keita aussi pour parler aussi des albinos aussi, puisqu'ils font partie de la communauté noire et bon voilà, on sait qu'il y a quand même pas mal de choses à travailler sur les albinos, donc voilà, donc les enfants voilà, connaissent rapidement, voilà, Mariam Makiba, donc voilà. Et ensuite le dernier ouvrage, qui s'appelle l'histoire des Antilles françaises, entre parenthèses, Guadeloupe et Martinique. Donc voilà, c'est la même chose, c'est l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc moi je suis issue de la Guadeloupe, qui commence de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà le travail que j'ai essayé de produire donc avec la maison d'édition. Avec la maison d'édition, coucou Asset, avec la maison d'édition, et j'espère vraiment qu'ils serviront pour nos enfants et pour toutes les initiatives d'écoles qui sont en train de se développer, parce que beaucoup disent oui mais voilà, il faudrait enseigner ça dans les écoles, etc. Il y a des initiatives d'école, mais pour construire une école, il faut quand même être conscient qu'il faut de l'économie. Donc on peut être dans l'histoire, etc. et c'est extrêmement important. Mais sans économie, on ne peut rien faire. Donc on me dit oui mais pourquoi tu ne construis pas une école, etc. Pour construire une école, il faut des locaux. Les locaux, ça se paye. Il y a un loyer, il faut payer les professeurs. Il faut payer la cantine, surtout si on veut qu'ils mangent bien, donc à étal, etc., les produits frais, etc. Donc c'est pour ça que dans la communauté, nous avons besoin vraiment de se souder, intellectuels, économistes, businessman, etc., pour pouvoir justement vraiment sauter d'un pont. Donc maintenant, on a les bases, mais il faut vraiment que l'économie rentre aussi dans notre communauté pour qu'on soit une communauté forte. Parce que quoi qu'on dise, on n'a pas le choix, l'argent est aussi le nerf de la guerre. Donc voilà, pour me soutenir, vous pouvez donc me soutenir en achetant les livres, qui seront bien sûr reversés, voilà, qui seront bien sûr bien gérés pour justement produire d'autres ouvrages, parce qu'on va s'attaquer aussi aux plus petits. Et donc le prochain ouvrage s'adressera aux femmes, donc c'est quelque chose d'un peu plus léger,
pour parler aussi de nous en tant que femmes. Hein. Pourquoi quand c'est femme, c'est mieux? Comment? Pourquoi quand c'est les femmes, c'est mieux? Non, j'ai dit, ce ne sera plus en fait sous un format comme ça, c'est un autre format plus léger, un peu plus sympa. Voilà, C'est différent. Voilà, ce sera différent. Donc voilà, il faut suivre, voilà, parce qu'il faut aussi qu'on se détende aussi. D'accord. Tout simplement. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc on a beaucoup parlé d'enseignement, d'éducation. Maintenant, on va parler politique, vraiment avec l'école politique africaine, avec le frère Okrou ici présent, justement, qui va vous parler justement donc, de son école, de son projet, qui va partager son expérience avec vous. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le frère Okrou. Merci à vous. Je suis Okrou Préignon Gédéon. Voilà, j'ai 36 ans. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis père de famille, j'ai 4 enfants. J'ai fondé il y a quasiment, même pas un an bientôt, l'école politique africaine. L'école politique africaine qu'on appelle EPA. Je sais que le mot politique, je crois à ses sources grecques, il y a des sources grecques qui veut dire la gestion de la cité. La gestion de la cité. Le mot en lui-même n'a pas sa place dans l'école politique africaine. Mais retenez seulement la gestion de notre cité. En traduction grecque, c'est ce qui est important. Comment est-ce qu'on doit gérer notre cité? Comment est-ce qu'on doit se former à la gestion de notre cité? Donc l'école a été conçue pour cela. Comment est-ce qu'on doit gérer notre cité avec notre regard, avec notre vision, notre connaissance? Et des gens comme le professeur sont des personnes qui nous ont appris depuis longtemps à comment est-ce qu'on doit gérer notre cité, comment est-ce qu'on doit connaître notre cité telle qu'elle était auparavant, et peut-être pousser certains à l'adapter à la vie moderne dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà. Et moi, c'est ça que j'ai pris de ces enseignements. Ce qu'on a vécu auparavant était puissant, était fort. C'était une belle gestion. Aujourd'hui, tout cela nous a été arraché, violemment, caché, étouffé. Mais on a encore les éléments, on a encore des personnes qui sont totalement douées, qui encore retransmettent notre gestion d'avant. Aujourd'hui, c'est comment prendre ce qui était avant, dans le passé, et l'adapter au présent pour un meilleur futur. Donc, j'ai pensé à l'école politique africaine. Je sais que beaucoup de nos frères, ici, peut-être présents, et sœurs, sont allés à Sciences Po, Sorbonne, Nanterre, ont fait de la politique, et ont été quelque part enseignés par des enseignants occidentaux ou autres, avec une vision de la politique, de la gestion occidentale, d'accord, grecque, entre guillemets, et ont pris cet enseignement-là et l'apportent en Afrique, quand ils retournent travailler en Afrique, ou quand ils travaillent même ici en Occident, avec la vision de leurs enseignants. Tout à l'heure, la fille d'Elsa a parlé, sa mère lui a enseigné une vision de l'Afrique, de sa culture, avec la vision de sa mère, le regard, la compréhension de sa mère. Elle a pris cette vision-là. Celui qui vous enseigne vous transmet une vision, une énergie particulière. Si vous la prenez pleinement, vous adoptez sa vision et vous la vivez. C'est tellement logique. Je me suis dit que nos politiciens en Afrique, pour la plupart, pour 90% d'entre eux, ils ont étudié à l'étranger. Donc ils ont absorbé pendant 5 ans, 6 ans, doctorant, 10 ans ou plus, l'énergie de l'enseignant, qui est l'Occident, qui est professeur en Angleterre, en France, aux États-Unis. Et ils vont aller avec cette énergie-là au pays pour travailler, pour gérer la cité avec l'énergie de l'enseignant. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, concrètement parlant? Ils vont travailler pour l'enseignant et peut-être tout le pouvoir de l'enseignant qui est derrière. Ça fait depuis l'indépendance de l'Afrique, entre guillemets, l'indépendance,
entre guillemets, bien sûr, que rien n'a réellement avancé. Il y a des pays qui ont pris le devant sur nous en 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos gestionnaires ont une faille. Une faille qu'il faut briser, qu'il faut casser, qu'il faut changer. Donc l'école politique africaine, c'est une école qui, merci, c'est une école qui souhaite former la future génération politique, des gens qui vont demain aller retourner au pays ou travailler à l'intérieur de l'Occident pour apporter à l'Afrique. Donc, devenez une puissance pour votre pays, pour devenir une puissance pour votre pays. Comment on peut devenir une puissance pour le Ghana, pour la Côte d'Ivoire, pour le Congo, pour les Caraïbes? Comment on peut créer un réseau puissant qui peut s'imposer et changer les choses? Comment on peut introduire ou apporter à nos pouvoirs en place? Parce qu'à un moment donné, on ne veut pas faire un coup d'État forcé, non. Il faut apporter de l'intelligence, de l'expérience, de l'expertise, des analyses aux gouvernants. S'ils le souhaitent, s'ils sont de bonne volonté. S'ils ne le sont pas, dans ce cas-là, il faut préparer une future élite à les remplacer, parce qu'ils ne sont pas immortels. Ils vont partir à un moment donné. Bongo, paix à son âme, il est parti. Son fils a pris le relais. Mais il aussi n'est pas éternel. Il faut préparer les gens qui vont venir derrière prendre le relais. C'est important. Si on n'a pas de troupes d'élite intelligentes, capables de gérer ne serait-ce qu'une ville, un département, un pays, il faut qu'on arrête en réalité. Il faut qu'on arrête de parler, il faut qu'on arrête de se plaindre, il faut qu'on arrête de leur dire mais faites ça, mais faites ça, mais pourquoi ça ne change pas? Non, ça ne change pas parce que nous on ne se prépare pas à changer les choses en réalité. Normière qui est ici, ils vendent des livres, c'est le savoir. Le savoir, c'est pas pour le garder. C'est pas pour juste se dire ouais je connais, j'ai lu tel livre. Le savoir il est fait pour qu'à un moment donné tu puisses passer à l'action, changer les choses. Et je reviens à Cheikh Anta Diop, qui a étudié ici en France. Il a étudié ici. Il a fait sa thèse ici. Il a défendu notre continent ici. Quand le blanc lui a dit, mais vous les Africains, l'Afrique, elle n'a jamais rien fait. Elle n'a pas de passé. Ça l'a travaillé, ça l'a touché. Il a dit, mais non, c'est pas possible qu'il dise ça. C'est qui lui? Et il est parti chercher. Et il leur a dit, l'Afrique était puissante. Son passé était puissant. Vous l'avez dépouillé. Mais je vais vous montrer la vérité. Je vais montrer la vérité au monde entier. Il a travaillé sur ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné au Sénégal. Il était enseignant. Il a pris la connaissance occidentale. Il a pris, il faut aller étudier. Il faut aller dans les amphithéâtres. Il faut prendre la connaissance. Ce qui est important, c'est de la retourner. Prenez ce qu'on vous donne et renversez-le avec votre amour pour le pays, pour le continent. Ne le conservez pas tel qu'on vous l'a donné. On vous donne du bois, des clous et un marteau. Ne regardez pas ça, faites quelque chose avec. Faites une cabane, faites, je sais pas, faites un bonhomme, faites quelque chose avec. Soyez créatifs. C'est ça la connaissance. Donc, pour revenir à l'école politique africaine, là je parle vraiment profondément du concept. Le concept, c'est vraiment de former à la politique. Et quand on dit politique, oubliez ce mot, ces gens cravatés, ces gens avec de la sécurité, ces gens dans des grands palais, ces gens qui sont gavés, qui font profiter leur famille. C'est pas cela là, c'est pas cela cette politique-là, c'est pas celle-là. La politique africaine aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel village en Afrique, vous retrouvez la politique africaine. Vous la retrouvez. Dans n'importe quel village. Même si elle se perd un peu, vous allez au fond des villages, vous allez trouver un chef de village avec ses notables à gérer le village de manière convenable. Et le matin, il se lève, il prend sa machette, ses bottes, et il va au champ. Il cultive son riz, son igname, son manioc, son cacao. Quand le soir, il rentre, on dit « Ah, chef, il y a un problème. Il y a le fils d'un tel qui dit que c'est son terrain qui est là. » Les notables,
allez, on se rassemble, on va discuter de ça. Et il dit que soit le terrain de ça, c'est pas ton terrain. C'est le terrain de Bernard Bon Babou. C'est pas ton terrain. Parce qu'on connaît. Et il règle les problèmes du village de manière convenable. Et si on veut monter au temps égyptien, c'est encore une autre gestion sur laquelle il faut aussi s'inspirer. Mais voilà un peu cette politique qu'on doit réapprendre. On doit aller la chercher au fond de notre source, de notre vécu. Et je vous garantis qu'elle sera totalement différente de ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc l'école politique africaine, c'est un cursus sur 3 ans, avec des professeurs de haut niveau. Jalissa elle-même est élève, et elle peut en témoigner. Les professeurs sont de haute qualité, parce qu'il faut donner la qualité. Si on donne du moyen, du à peu près, eh ben on aura des gens qui font du à peu près. On est en phase de démarrage. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à régler, à mettre en place. C'est un début. C'est comme l'enfant. Quand il vient, il ne sait pas trop marcher. Au fur et à mesure, il marche, il devient fort. Et il vous aide dans vos tâches. Voilà. Et on est en train de se construire. Mais les professeurs sont de qualité. Donc on a le professeur Hamzat Boukari, qui est chargé du cours d'histoire politique africaine. On a un jeune consultant en cyberguerre, qui s'appelle Edgar Captué. Cyberguerre. Quelque chose que... Cyberguerre, c'est quelque chose que lui-même, ça l'étonne, il ne sait pas. Qu'est-ce que c'est? Comment? Cyberguerre. Cyberguerre, oui. Voilà. Ça choque, mais on a besoin de savoir comment les gens prennent l'information. L'information, c'est le pigeon voyageur de l'époque. Il envoie le message, mais le message, c'est pas qu'il est passé au-dessus de toi. On est au courant de ce que tu fais avant même que tu arrives au village. Cyberguerre, il faut qu'on apprenne, parce que c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Comment ça se fait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est Orange qui a le monopole de la télécommunication? Comment ça se fait? Est-ce que Orange peut avoir le monopole de la télécommunication au Japon, en Chine, ou même pire encore en Russie? Jamais de la vie. Parce que c'est leur sécurité qui est là-dedans. C'est la sécurité des citoyens, c'est l'information qui est dedans. Non, ça on ne connaît pas, nos chefs d'État ne connaissent pas ça. Il n'y a plus de courant dans le pays, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est comment? Ça a été coupé depuis Paris. On a appuyé sur un petit bouton. Plus de courant en Côte d'Ivoire pour les élections parce qu'on veut que notre gars il gagne. Pas de communication. Orange Mobile coupé. Le chef d'État est là. Cyberguerre c'est quoi? Non, mais les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Il est au courant de rien. Ça, on lui a pas pris ça à l'école, par contre. Il lui a pris à signer les contrats, à faire des va-et-vient, se soigner en France, à Neuilly, partout. Ça, il connaît. Bref, on a un professeur qui fait de la psychologie, parce qu'il nous faut de la psychologie sociale. De la psychologie sociale. On a besoin de savoir à qui on a affaire, qui nous sommes, comment l'autre réagit quand nous faisons ça. Tel mouvement, telle chose. On a besoin de se connaître, de se sonder. Tout à l'heure, j'avais une réflexion pour dire que le pouvoir, le cercle du pouvoir est assez mystique. C'est pas tout le monde qui peut rentrer dans le cercle du pouvoir. C'est pas tout le monde qui est destiné à la gestion au haut niveau. Il n'y a que les personnes qui savent qu'ils sont destinés à cela qui peuvent y aller en réalité. Parce que c'est pas une tâche facile. On joue avec sa vie tous les jours. On a vu quasiment tous nos leaders se faire assassiner. Mais pourquoi? Ils se sont sondés, ils savaient qu'il fallait qu'ils donnent la parole de la vérité. Ils étaient sereins. Ce sont des personnes qui savaient qu'ils avaient une mission. Une mission. C'est vraiment, on est épris de mission. C'est pas on vient comme ça, oui, je vais faire la politique. Non, c'est un truc qui est au fond de toi. Et ça, l'école politique africaine, elle est faite pour les gens qui se sentent aptes à venir gérer le pouvoir, à se dévoiler et à venir gérer les choses. Parce que tant que vous ne vous dévoilez, tant que ces gens-là ne vont pas se découvrir, le désordre va continuer à régner. Les Sankara, les Lumumba, ils se sont dévoilés, ils se sont sondés, ils ont dit, moi, je ferai de la politique, quitte à en mourir. Et ils ont assumé. Mais tant que vous, au fond de vous, ça vous parle, et que vous le refusez, vous participez au désordre. Donc l'école, si ça vous parle, si vous sentez que vous avez quelque chose de humain à apporter à la communauté, à notre continent, venez à l'école, instruisez-vous,
développez cette voix qui vous parle, gonflez-la, portez-la, assumez-la, et allez gérer ce qu'il y a à gérer. L'école est faite pour ça. Elle est faite pour vous, comment dire, pour vous galvaniser, pour vous, je ne sais pas comment le terme, pour vous éveiller à prendre votre place. Prenez la place qui est la vôtre. Tout à l'heure, Carlos parlait de la confiance en soi. Prenez confiance en vous. Voilà, soyez conscient de votre destin, tout simplement. Parce que je vous garantis que les gens, ils savent qu'on n'a pas de troupe d'élite. Ils le savent. Imaginez que l'équipe de France n'a pas de succession. Il n'y a que des bras cassés. Il n'y a que des gens qui ne savent pas jongler. Clairefontaine serait totalement alerté. On n'a pas d'équipe pour dans 10 ans ou 5 ans. C'est pas normal. Ils vont former la base. Ils vont former des 12. De 12 ans jusqu'à les Mbappé, là, ils vont arrêter. Il faut les remplacer. Nos chefs d'État, il faut aussi que ce soit pareil. Toute la gestion du pouvoir, il faut se préparer à les remplacer. À les remplacer. Ou à les renforcer. À les renforcer d'abord. S'ils ne sont pas d'accord, on les remplace. Avec de la stratégie. C'est pas on va faire des... Parce que c'est passé au Burkina, on va crier oh ah ah, en mode bien organisé. Et puis à la fin, on nous ramène quelqu'un qui bégaye en conférence de presse devant un jeune de 35 ans. Ou 40 ans. Non. On veut des gens forts. Sûrs d'eux. Des Sankara, des Lumumba. Des gens, mais adaptés avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps, je m'arrête. Donc voilà, première d'applaudissements. Beaucoup d'applaudissements pour les frères aussi. Non, il n'y a pas de souci, pas de souci. Non, mais c'est tout à fait normal, c'est une très belle intervention, vraiment. Donc, alors, le prochain intervenant, c'est vraiment un honneur pour moi de l'annoncer. C'est-à-dire qu'après son intervention, vous serez illuminé vraiment par son savoir. Vous allez rentrer chez vous, vous allez fermer les yeux, vous allez voir le disque solaire. Vous allez fermer les yeux, vous allez voir le disque solaire de rêve, vraiment. Vous ne pourrez même pas dormir la nuit. Vous allez vous allonger dans votre lit, vous allez dormir le soir, vous fermez les yeux, disque solaire. Non, vraiment. Voilà, parce que quand on porte le nom de Rek Miré, quand on dit Rek Miré, vraiment c'est la connaissance divine. C'est-à-dire que ça vient du divin. C'est le divin lui-même, il t'inspire vraiment. Et puis quand tu ouvres la bouche, tu parles, la foule est transcendée vraiment comme ça, vraiment. Donc, je demande vraiment à toutes et à tous un tonnerre d'applaudissements vraiment pour le professeur, le grand, le trois fois grand, c'est Kobi Rek Miré.